C'est un jour normal quand Lee va au supermarché pour acheter des provisions. Tout est comme d'habitude jusqu'à ce que soudain, de nulle part, des portails apparaissent et des monstres en sortent. Les gobelins commencent immédiatement à tuer les clients du supermarché, n'épargnant personne. Heureusement, Lee trouve une machette et se défend. Grâce à son expérience de mercenaire, il élimine facilement quelques gobelins. Il rassemble les survivants effrayés, les arme avec ce qu'il peut trouver et les conduit à combattre les gobelins qui ne cessent d'arriver. Au début, tout va bien, mais ensuite les gens commencent à se fatiguer et le flux de gobelins ne s'arrête pas. Bientôt, l'armée arrivait, avec leurs armes à feu, Lee aide à achever les monstres restants. À ce moment-là, une fenêtre système apparaît devant lui avec une notification indiquant que le jeu redémarre. Pendant que Lee essaie de comprendre ce que cela signifie, le portail brille à nouveau et un énorme ORC en sort. Lee et les soldats ouvrent le feu, mais les balles sont inutiles. L'ORC est immunisé contre les armes à feu. Alors l'un des survivants, qui il y a quelques instants se recroquevillait de peur, se précipite et assomme l'ORC d'un seul coup de hache, affirmant que le point faible est les jambes. Lee ne comprend pas ce qui se passe. Comment ce type, qui tremblait à la vue d'un seul gobelin, a-t-il pu devenir si fort et confiant? Bientôt, tous les autres survivants montrent le même changement, se transformant en tueurs de monstres chevronnés. Mais étrangement, les changements affectent tout le monde sauf notre héros. Soudain, il reçoit une notification du système qui explique tout. En raison d'une défaillance du système, sa régression a échoué. Tous les autres ont régressé du futur. Ils savent tout sur les monstres et ont des années d'expérience au combat. À ce moment-là, Lee réalise qu'il est complètement foutu. Mais avant même qu'il ne puisse le traiter, une autre notification apparaît. Le système lui a donné une compétence spéciale unique en compensation. C'est l'effet papillon niveau 1 accordé parce qu'il n'a pas régressé. Chaque action qu'il entreprend qui change l'avenir lui donnera maintenant des points bonus. Lee regarde les mots et comprend. L'effet papillon signifie que même la plus petite action peut provoquer une tempête à l'autre bout du monde. Plus d'orques sortent de la faille et les joueurs se précipitent pour se battre. Lee tire tout en évaluant la bataille. Avec son nouveau statut de joueur, il peut maintenant voir le nom et le niveau de chaque monstre au-dessus de sa tête. Ces balles ne laissent que de faibles marques de brûlure, se révélant inutiles contre la peau épaisse de l'ORC. Les armes de combat rapprochées fonctionnent mieux car les régresseurs connaissent déjà leurs points faibles. Réalisant cela, il rend l'arme et ramasse une hache. Le système le récompense avec un point bonus, montrant que ses nouveaux choix modifient l'avenir. Quand un ORC charge, il jette la hache à son genou et l'achève avec une frappe nette. Un autre point apparaît. Kim regarde et explique que dans le passé, il avait utilisé une tronçonneuse au lieu d'une hache. Lee sourit, comprenant que chaque choix différent crée un nouvel avenir. Kim lui dit alors qu'il a tué 3 orques en utilisant du diluant. Lee se souvient que c'est un produit chimique inflammable et décide de l'essayer. L'effet papillon se déclenche à nouveau, lui accordant plus de points. Il verse du diluant sur les orques, les enflamme et regarde les flammes les consumeurs. Le système attribue plusieurs points bonus et la confiance monte en lui. Un message apparaît annonçant sa brave réussite de recrue et lui accordant une nouvelle compétence appelée armure. Une aura verte se durcit autour de son corps, stupéfiant tout le monde à proximité. Kim jure de frustration et un autre joueur se plaint que Lee gagne toujours ce pouvoir. Lee se rend compte que ce doit être la même compétence qu'il avait auparavant, car l'effet papillon ne s'est pas activé. Alors que la faille commence à gronder à nouveau, tout le monde se tourne vers elle, se préparant à ce qui va suivre. Lee se tient devant la faille alors qu'une fenêtre système apparaît, la nommant le donjon des gobelins et des orques avec une difficulté des moins. Il étudie l'écran et réalise que ce jeu semble conçu pour anéantir l'humanité. Chaque donjon contient un certain nombre de monstres qui finissent par se déverser à travers les portes, et fermer une porte est le seul moyen de les arrêter. Il se tourne vers les joueurs et les exhorte à vider rapidement le donjon. Il se souvient des effets de difficulté, des récompenses et des grades de compétences, mais son objectif n'est pas le butin. Il veut tester sa nouvelle compétence d'armure et les statistiques acquises grâce à l'effet papillon. Avec 15 points bonus en main, il les investit tous dans la force, la faisant passer de 1 à 16. Confiant dans son expérience avec les gobelins et les orques, il entre dans la porte. Les joueurs suivent avec Kim juste derrière, se demandant s'il y avait conquis cet endroit dans sa vie passée. À l'intérieur, un gobelin bondit de l'ombre et mord le bras de Lee. L'armure s'active instantanément, bloquant l'attaque. Il écrase le crâne du gobelin d'une seule main et gagne un autre point bonus. Les autres regardent avec incrédulité alors que sa force grandit rapidement en quelques heures. Une joueuse dit que c'est impossible, et Kim murmure que l'armure doit être la raison pour laquelle Lee était autrefois le joueur le plus fort de Corée. Quand Lee rejette ces paroles, la jalousie envahit Kim. Il attrape une tronçonneuse et attaque, mais la lame ne peut pas percer l'armure brillante. Lee sourit froidement, écrase la tronçonneuse et saisit le cou de Kim. Alors que Kim a l'aide de peur, Lee se souvient de la vérité du champ de bataille. La cupidité finit toujours par la destruction. Il réalise que ses régresseurs pensaient pouvoir voler ce qu'ils possédaient autrefois. Fixant son regard sur les autres, il leur ordonne de reculer. Puis il tord le cou de Kim et laisse tomber le corps. Un lourd silence suit. Lee se rappelle que les anciennes lois du monde n'ont plus d'importance. Le jeu a commencé, et la pitié ne mène qu'à la faiblesse.
Il fait face aux joueurs tremblants et leur dit de partir s'ils tiennent à leur vie. Lee regarde le cadavre de Kim et réalise à quel point ce jeu est cruel. Une fenêtre d'inventaire flotte au-dessus du corps, offrant ses objets aux autres. Il marmonne à propos de sa commodité et prend le collier de champion gobelin, notant qu'il a maintenant un nouveau propriétaire. Le système le récompense avec des points bonus pour avoir changé l'avenir. Le collier augmente considérablement sa force et son agilité, lui donnant la même puissance que de monter de niveau 2 fois. Ça perdra peut-être de la valeur plus tard, mais pour l'instant, c'est utile. Quand un joueur se moque de son apparence, il ignore la remarque et ramasse la tronçonneuse cassée pour abattre les gobelins restants. Même si le coup de pouce semble faible, chaque once de puissance compte. Bientôt, une notification apparaît indiquant que tous les monstres sont morts et que le donjon s'effondrera dans 3 minutes. Il se souvient qu'une porte ne se ferme que lorsque tous les monstres à l'intérieur sont tués. Ceux qui ne parviennent pas à s'échapper disparaissent avec elle, ce qui explique le court délai d'échappement. Près de la porte, il aperçoit le garçon qui avait pleuré plus tôt auprès de son père. Lee lui demande s'il souhaite mourir ici. Le garçon insiste pour rester avec lui. Lee lui ordonne de partir, mais le garçon continue de supplier. Frustré, Lee le gronde à nouveau et attribue ses 9 points bonus restants à la force, la portant à 25, 28 avec le collier. Le garçon révèle alors qu'ils ont régressé de 10 ans dans le passé. Il dit que sa vie ne changera pas même après ces 10 ans, alors il souhaite être un héros pour une fois. Il demande à suivre Lee, se faisant appeler Kim Min-so. Ses paroles et sa connaissance des événements futurs attirent l'attention de Lee. Min-so avoue qu'il a combattu des monstres et des dragons pendant 10 ans et souhaite maintenant servir le héros de Corée. Lee le trouve intéressant et accepte sa loyauté. Alors qu'il quitte la porte, Lee demande si être un acolyte est le seul objectif de Min-so. Min-so répond qu'il veut être le commandant en second, appelant Lee numéro 1. Lee le met au défi de le prouver en listant 10 futurs joueurs, alliés ou ennemis, avertissant que la trahison signifie la mort. Min-so accepte, et ils échangent leurs coordonnées avant de se séparer. 3 jours plus tard, le monde continue de s'adapter à la régression. De nombreux joueurs restent silencieux, de peur d'être qualifiés de fous ou dans l'espoir d'une nouvelle vie. Mais avec tout le monde qui régresse, personne ne peut se démarquer comme le seul personnage principal. Les médias et les plateformes en ligne regorgent d'histoires sur le nouveau monde. Lee regarde les nouvelles depuis son appartement. L'animatrice, Jun Moon-young, rapporte que le monde s'est transformé en un jeu et présente Lee Dong-guk, directeur de la branche Asie-Pacifique de la World Player Association. Jun interroge sur le chaos entourant la régression. Dong-guk explique que cela profite à l'humanité car des joueurs plus forts peuvent protéger les autres et rétablir l'ordre plus rapidement. Seuls ceux qui vendent des connaissances futures posent un problème. Jun demande ensuite si la régression est liée au donjon final puisque les joueurs ont régressé 3 heures après que 21 personnes y soient entrées. Lee écoute et se souvient que le donjon final est apparu 10 ans plus tard. 3 heures après son entrée, tout le monde a régressé. Jun suppose que c'est peut-être la vraie fin du jeu. Alors que l'émission se termine, Lee marmonne à propos d'ordures et se souvient qu'il était autrefois le joueur le plus fort. Lee écoute les nouvelles et comprend enfin pourquoi les joueurs du magasin de bricolage l'ont appelé un héros. Un point bonus apparaît, et il suppose que c'est pour le papier bulle sur sa fenêtre. Dans sa vie passée, il ne s'est jamais soucié de telles choses. Maintenant, même les petites actions semblent le récompenser. Il gagne des points pour boire de l'eau et s'asseoir sur le canapé. Son total s'élève à 37, et la croissance régulière améliore son humeur. Alors qu'il regarde les chiffres, l'ambition s'éveille en lui. Il se demande comment il est devenu le joueur le plus fort de Corée avant, sans la compétence d'effet papillon. Il a appris tôt que les faibles doivent céder aux forts, et cette croyance l'a poussé à chasser le pouvoir à travers l'argent et la bataille. Maintenant, avec un vrai chemin vers la force absolue, il sent ce rêve revenir. Le compte à rebours des nouvelles se termine, révélant des statues de l'IHW Yoon, Park Moo-sung et Choi Chul Sung, les héros qui sont entrés dans le donjon final. Voir sa propre statue le choque. Il est étrange d'être adoré comme ça seulement 3 jours après la régression. Il se souvient d'avoir été le mercenaire le mieux payé dans sa vie passée, une arme que les gens achetaient pour la guerre. À l'époque, la gloire ne signifiait rien pour lui, mais maintenant, c'est différent. Le journaliste explique que tous les joueurs ont régressé après l'événement du donjon, suggérant que quelque chose à l'intérieur en est la cause. Dong-guk ajoute que les 3 héros ont disparu, se cachant pour protéger leurs compétences et objets rares. Yoon demande si c'est vrai, et Dong-guk le confirme. Puis il mentionne une nouvelle règle. Les héros qui sont entrés dans le donjon final sont maintenant pardonnés pour tous les crimes. Lee éteint la télé avant d'en entendre davantage. 2 choses lui deviennent claires. Beaucoup le chassent, et il peut maintenant riposter légalement. Il met sa veste et sort. Courant dans les rues, il réalise qu'il n'est jamais venu sur la place Gwanxian dans sa vie passée. Chaque pas prouve que l'avenir est déjà en train de changer. Il dépense ses points bonus en agilité, la portant à 52. Tout en courant, il réfléchit à la façon dont les autres se concentrent sur la force ou le mana. Pour lui, le chemin habituel ne s'applique plus. Ses points bonus augmentent plus vite que ceux de quiconque, faisant de lui une exception. Il atteint la place bondée. Portant un sweat à capuche et un masque, il marmonne que c'est dingue. Si les gens savaient qui il était,
le chaos éclaterait. Ils regardent la foule et sent des armes cachées dans leurs inventaires. Tout le monde veut paraître fort. La renommée a transformé les joueurs en idoles, mais aussi en proie. Ils regardent à nouveau les statues. Les gens priaient autrefois devant elles comme des adorateurs devant des dieux. Maintenant, la zone est vide. Ses yeux s'arrêtent sur sa propre statue marquée du titre Ombre de la mort. Soudain, un joueur nommé Kim Chamba apparaît et fracasse la tête de la statue avec une masse. Un message système apparaît, accordant à Lee des points bonus pour avoir changé l'avenir. Chambé atterrit à proximité et cache son arme, ignorant qui se tient devant lui. Chambé fracasse la statue et commence à courir. Lee suit, mais avec son agilité au-dessus de 50, ses mouvements sont plus difficiles à contrôler. Après une courte poursuite, il attrape Chambé et lui serre le cou. Il retire son masque, et la peur dans les yeux de Chambé montre qu'il le reconnaît. Lee exige de savoir où il allait. Chambé tente d'attraper sa masse d'armes, mais Lee saisit sa main et la lui prend. L'arme appartenait autrefois à un champion ORC et offre une chance d'étourdir, augmentant l'attaque et la force. Lee se demande comment Chambé a obtenu une arme aussi rare en seulement 5 jours. Convaincu qu'il doit appartenir à une guilde, Lee resserre son emprise et lui rappelle son immunité au crime. Chambé suffoque et supplie d'être relâché. Lee exige son nom de guilde. Tremblant, Chambé admet qu'il vient de la guilde générale. Lee lui ordonne de continuer. Lorsque Lee évoque le projet Liuayen, Chambé révèle qu'il s'agit d'un plan de la guilde pour récupérer toutes les compétences et objets que Lee possédait autrefois. Après quelques hésitations, il admet que la première cible est la compétence de furtivité. Elle se trouve dans le donjon Lycan, qui ouvrira dans 3 jours. Il ajoute qu'une centaine de joueurs attendront là-bas, confiant que Lee reviendra pour elle. Lee réalise que ces joueurs doivent être des régresseurs. Plus tard, Lee rencontre Minsu et lui explique ce qu'il a appris. Minsu se méfie de Chambé et demande la permission de le tuer, mais Lee refuse. Minsu insiste sur le fait que la guilde agira plus tôt, tandis que Chambé affirme que cela arrivera demain. Lee sait que l'un d'eux ment. Leur dispute s'envenime jusqu'à ce que Lee les attrape tous les deux par le cou et exige une preuve. Minsu montre son téléphone avec un article indiquant que Lee apparaîtra au donjon Lycan le 7 janvier, demain. Il explique que le donjon est apparu tôt dans le jeu et que les Lycans sont beaucoup plus forts que les gobelins ou les orques. Ils se déplacent en meute, et personne n'a jamais nettoyé le donjon auparavant. Quand ils se sont échappés, ils ont détruit des villes et tué des milliers de personnes. Lee comprend maintenant pourquoi le donjon est devenu tristement célèbre. Il a causé des destructions massives, et les gens le craignaient plus que tout autre. Minsu lui rappelle que c'est lui qui l'a détruit dans le passé. Lee se tourne vers Chambé en exigeant de savoir qui lui a ordonné de détruire la statue. Chambé craque et fouille dans son inventaire. Lee réagit en premier et lui brise le cou. Un message apparaît accordant un point bonus. Lee réalise qu'il a dû épargner Chambé dans sa vie passée. Le monde change plus vite maintenant à cause des régresseurs. Il se tourne vers Minsu et mentionne qu'il faut trouver un moyen de tuer les Lycanes, peut-être en utilisant du poison. Minsu se demande pourquoi il pose des questions sur des choses qu'il devrait déjà savoir. Lee le coupe et admet qu'il n'a jamais régressé, l'avertissant de garder le secret. Minso est stupéfait et explique qu'une telle connaissance ne signifie rien sans pouvoir. Les Lycanes sont des monstres de niveau 5, et les joueurs de niveau inférieur ne peuvent pas entrer. Lee acquiesce, réalisant qu'il doit bientôt atteindre le niveau 5. Lee n'est qu'au niveau 2, mais sait que les niveaux signifient peu. Avec 80 points de statistiques et 162 points bonus, son total atteint 242. Selon son estimation, il équivaut à un joueur de niveau 80. Pourtant, Minso lui rappelle que même avec une telle puissance, il ne peut pas encore affronter les Lycans, et son faible niveau empêche l'entrée du donjon. Lee demande à Minso de l'emmener quelque part pour monter de niveau. Minso explique que seuls les donjons de gobelins et d'orques existent pour l'instant, car de nouvelles portes s'ouvrent lentement, et la porte Lycan apparaît demain. La plupart des joueurs ignorent les donjons les plus faibles, les considérant comme une perte de temps. Lee appelle ces monstres des minions et utilise ses points bonus pour augmenter sa force à 187, renforçant ainsi sa compétence d'armure. Ils arrivent à un donjon de gobelins et d'orques. Un gobelin lance des pierres, mais Lee se déplace rapidement et en tue 2 avec facilité. Sa vitesse et sa force ne laissent aucune place à la résistance. Pendant qu'il se bat, il interroge Minso sur les pierres de compétence. Minso explique qu'elles reposent près du cœur d'un monstre, et leur couleur indique la classe. Blanc pour commun, violet pour rare, jaune pour unique et rouge pour légendaire. La compétence de furtivité du donjon Lycan appartient à la classe rare, donc sa pierre brille en violet. Lee demande la signification de ces classes. Minso lui dit que rare et inférieur peuvent apparaître plusieurs fois, mais unique et légendaire n'existent qu'une seule fois. Les compétences peuvent également monter de niveau, augmentant ainsi leur effet. Lorsqu'il pose des questions sur les compétences spéciales, Minso admet qu'il n'en a jamais entendu parler, et Lee abandonne le sujet. Le lendemain, Lee atteint le niveau 5. Lui et Minso se tiennent à l'endroit où la porte de Lycan apparaîtra bientôt. Une foule se rassemble déjà. Lee demande à Minso d'observer pendant qu'il s'occupe du reste seul. Devant, environ 100 joueurs de la guilde générale attendent. Seuls 5 peuvent entrer dans le donjon, et Lee doit en faire partie. Un homme s'avance et annonce que c'est là que Liuayen a acquis la compétence de furtivité dans le passé.
Il déclare que la guilde générale s'en emparera cette fois. La foule applaudit, confiante dans la victoire. 5 minutes plus tard, le compte à rebours commence. Quand il se termine, la porte s'ouvre. Lee se précipite en avant que quiconque ne puisse réagir. Les joueurs crient et essaient de le bloquer, mais aucun ne peut égaler sa vitesse. Il atteint la porte en premier et entre, suivi de 4 autres. Le système annonce que le donjon est plein. Dehors, Minceau regarde avec admiration, réalisant que Lee a déjà dépassé ce que n'importe quel régresseur pourrait accomplir en seulement 5 jours. Dès qu'ils ont vu Lee, l'un des joueurs a crié de se préparer. 3 ont sorti des fouets de chef gobelin pour retenir ses mains et son cou, tandis que le 4e lui a jeté un filet. Leur plan était clair. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le vaincre et ont essayé de le piéger à la place. Lee a activé sa compétence d'armure et a facilement inversé la situation, les liant à la place. Alors qu'il luttait sous le filet, des lichens se sont précipités en grognant furieusement. Lee se demandait si la rage faisait partie de leur nature. Les joueurs piégés imploraient grâce, admettant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres. Avant qu'ils ne puissent s'expliquer davantage, les lichens ont attaqué. Les joueurs pensaient que tout le monde allait mourir, mais Lee a écrasé les bêtes sans effort. Ils se souvenaient que les loups et les chiens partagent le même point faible, le museau. Il y a des années, un chien de détection l'avait mordu pendant une mission, et il l'avait maîtrisé en lui serrant le museau. Se souvenant de cela, il attrapa les lichens par le museau et les écrasa. Les monstres tombèrent, incapables de bouger. Lorsque les joueurs ont demandé pourquoi ils ne les avaient pas achevés, Lee a expliqué que tuer tous les monstres ferait s'effondrer le donjon et fermerait le portail. Il prévoyait de trouver d'abord le lichen avec la pierre de compétence, puis de se faufiler discrètement avant que quiconque à l'extérieur ne le remarque. Lorsque les lichens se sont relevés, Lee a murmuré que ce n'était pas suffisant et leur a complètement brisé les os. Puis il s'est retourné vers les joueurs piégés et a exigé le nom de leur chef. Tremblant, ils ont révélé que c'était Choi Chulsung. Lee se souvient du nom gravé à côté de sa propre statue et demande si Choi leur a ordonné de venir chercher la compétence de furtivité. Ils l'admettent, expliquant qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres, mais l'un accuse l'autre de trahison. Lee attrape celui qui a crié et lui casse l'épaule, leur rappelant qu'il n'est pas là pour jouer. Il reconnaît Choi Chulsung, le chef de la guilde générale qui s'est autrefois battu à ses côtés dans le donjon final. Bien qu'il n'ait jamais été un vrai camarade, Choi faisait toujours partie de son équipe. Maintenant, ce même homme s'est retourné contre lui, mais Lee ne ressent aucune trahison, sachant que le monde fonctionne selon l'intérêt personnel. Alors que davantage de lichens apparaissent, Lee remarque que lorsque certains meurent, de nouveaux apparaissent pour maintenir leur nombre fixe. Ce donjon en autorise 25 à la fois, ce qui lui profite. Il retire le filet des joueurs attachés et murmure que Chulson devrait comprendre pourquoi ces hommes doivent mourir, puis les jette vers les lichens qui chargent. Le donjon n'autorise que 5 joueurs à la fois. Donc, quand un groupe meurt, d'autres peuvent entrer. Bientôt, de nouveaux joueurs entrent et trouvent les têtes coupées de leurs camarades. La rage les pousse en avant, mais Lee les bête facilement et les attache également. Quand il exige de savoir quel lichen porte la pierre de compétence, l'un révèle que c'est celui avec les sourcils blancs. Leur coopération rapide montre à quel point la peur les a brisés. Lee cherche et trouve le lichen blessé. Il l'ouvre à main nue, du sang et de la chair s'éparpillant autour. Dégoûté, il pense que Minceau devrait s'occuper de ce genre de travail à l'avenir. À l'intérieur, il trouve la pierre contenant la compétence de furtivité. Les prisonniers murmurent que c'est la même compétence utilisée par un héros dans le donjon final et regrettent d'avoir perdu la chance de la réclamer. Lee envisage de vendre la pierre pour la richesse, mais en décide autrement. Depuis le début du jeu, le pouvoir est au-dessus de tout. Il se souvient de son enfance orpheline et des guerres auxquelles il a survécu. Le vrai pouvoir est maintenant à sa portée, et il va s'en emparer pour façonner une nouvelle histoire. Il avale la pierre, mais un message indique que la compétence est verrouillée jusqu'au niveau 10. La frustration monte car son niveau actuel est de 6. Déterminé, il décide de devenir plus fort. Il utilise ses 102 points bonus pour augmenter sa force, la portant à 289. Sachant que les hommes de la guilde attendent dehors, il se rend compte qu'un combat direct serait dangereux. Pour rester en sécurité, il épargne un lichen pour que le donjon reste ouvert. D'autres apparaîtront, lui permettant de s'entraîner davantage. Avec son immense force, même un lichen de niveau 5 ne représente aucun défi. Il se concentre sur le contrôle de son pouvoir pour éviter de les tuer trop vite. Après un combat stable, il atteint le niveau 10. La compétence de furtivité se déverrouille, et il l'active, rendant sa main transparente tandis que ses vêtements restent visibles. Les joueurs expliquent qu'à des niveaux plus élevés, même les vêtements disparaissent. Lee vérifie ses compétences et voit les niveaux de progression à côté de chacune. Quand il confirme que l'invisibilité totale commence au niveau 2, il enlève ses vêtements et active à nouveau la compétence, disparaissant complètement. Il se rend compte que ces joueurs sont venus chercher la même compétence qu'il possédait autrefois dans sa vie passée. S'ils avaient réussi, il l'aurait tué pour cela. Alors qu'il se prépare à partir, des lichens se rapprochent des joueurs attachés qui implorent grâce. Lee leur ordonne de se taire et s'éloigne sans regarder en arrière. À l'extérieur du portail, la foule remarque qu'il s'est rouvert. Il murmure,
se demandant qui est mort et qui sera le prochain. Au même moment, Lee sort discrètement sous furtivité. Regardant les gens agités, il murmure que la vue vaut la peine d'être vue. Puis il aperçoit Minceau, lui tape sur l'épaule et lui dit de se taire avant de pointer vers un taxi qu'ils doivent prendre. Plus tard, en parcourant les nouvelles, Lee lit des reportages sur son retour et l'incident du donjon Lycan. Les gros titres qualifient ses méthodes de chasse de choquantes et montrent les corps de 8 membres de la guilde générale tués par des Lycans. Minceau lui montre une émission en direct où des présentateurs discutent de l'apparition de Lee. L'un mentionne son calme et sa confiance avant le donjon final dans leur vie précédente, lorsqu'il a levé son majeur vers les journalistes et est devenu un symbole de défi. Il se demande maintenant si sa renommée ne vient que de cette attitude ou de quelque chose de plus. La discussion change lorsque Park Jong-sik, président de l'association des compétences et technologies des joueurs, rejoint l'émission. Il affirme qu'au moment où Lee est apparu dans le donjon Lycan, le jeu s'est effectivement terminé. Sa déclaration provoque l'indignation, et même Lee est surpris. Les présentateurs accusent Jong-sik de semer la confusion, mais il reste ferme. Il explique que son équipe a étudié les cadavres de Lycan et a constaté que chaque crâne était enfoncé par une seule frappe. Étant donné la dureté des os de Lycan, une telle puissance ne pourrait provenir que d'un joueur de niveau 40 avec tous les points en force. Lorsqu'on lui demande si un équipement spécial pourrait l'expliquer, Jong-sik le nie, affirmant qu'aucun objet connu ne pourrait causer ce niveau de dégâts. Tenant une tête de Lycan, il pointe la blessure et affirme que Li Huayin a écrasé leur crâne d'un simple mouvement du doigt. Certains présentateurs rient, d'autres exigent sa démission. Lee pense que ceux qui nient les paroles de Jong-sik sont des personnes riches et influentes, des guildes, des associations et des industries qui profitent du jeu. Ils craignent que la vérité ne détruise le moral et ne réduise les profits. Jong-sik termine en disant que si le jeu atteint à nouveau sa phase finale, Lee fera sûrement partie de ceux qui le termineront. Les présentateurs rejettent son affirmation, bien que l'un relie en plaisantant le geste passé de Lee à son pouvoir actuel. Lee murmure avec incrédulité et se demande comment elle est devenue présentatrice. Il se dit que son chemin diffère maintenant de sa vie antérieure. Seule sa force reste la même. Il réalise que sans niveau supérieur, les stats seuls sont inutiles. Il ne pouvait pas entrer dans le donjon Lycan ni utiliser correctement la furtivité au début à cause des limites de niveau. Pour devenir plus fort, il a besoin de plus d'expérience. Déterminé, Lee commence à chasser les Lycans dans un autre donjon. Ce qui était autrefois satisfaisant lui semble maintenant ennuyeux. Il marmonne qu'il en a assez et qu'il veut quelque chose de nouveau. Minsu l'avertit que c'est toujours le meilleur terrain de chasse, mais Lee s'enquiert du prochain donjon. Minsu mentionne le donjon des singes bleus de niveau 14, bien qu'aucun joueur ne puisse y entrer pour le moment car seulement 5 jours se sont écoulés. Lee voit une opportunité. Si personne ne peut entrer, alors les singes bleus émergeront d'eux-mêmes. Minceau se souvient à quel point ils étaient dangereux dans leur vie passée. Lee admet que cela pourrait être risqué, mais reste confiant. Avec des points bonus égaux à ceux que les autres gagneraient après plus de 100 niveaux, il croit que devant la vraie force, aucun monstre n'a d'importance. Ceux qui ne se sont jamais réveillés en tant que joueurs n'ont pas régressé, pourtant ils savent déjà que les singes bleus apparaîtront bientôt et détruiront tout. C'est pourquoi les rues sont vides. 6 jours après le début du jeu, personne n'est assez fort pour affronter de tels monstres. Lee et Minso entrent dans un parking souterrain. Le silence est pesant. Minso admet qu'il n'a vu des singes bleus qu'aux informations, mais il sait à quel point ils sont terrifiants. Ils se situent au-dessus du niveau 10, peuvent attaquer à distance et même imiter les humains. Un klaxon de voiture résonne soudainement au loin, et Minso suppose que les monstres jouent avec. Lee note qu'ils se sont déjà échappés de la porte. Il ouvre sa fenêtre d'état et déplace les 251 points bonus en agilité, la portant à 578. En un éclair, il disparaît vers les monstres. Minso regarde avec incrédulité, sachant qu'un seul coup d'un singe bleu pourrait le tuer. Lee se ferait un chemin à travers les monstres avec facilité. Leur tentative de retraite échoue car les règles les empêchent de rentrer dans le donjon. Ils voient la peur dans leurs yeux, la même peur que les humains montrent quand la mort est proche. Minso trouve étrange que des créatures autrefois craintes par l'humanité fuient maintenant avec terreur. Souriant, Lee les poursuit, sachant que le nivellement constant est la seule façon de rester dans le jeu. Sans cela, il perdra l'accès au donjon et aux compétences. Quand il vérifie à nouveau, il a atteint le niveau 17 avec 202 points bonus. Minsu est stupéfait qu'il ait autant gagné en 6 jours, mais Lee sent la fatigue l'envahir. Sa faible endurance ne peut plus équilibrer sa vitesse et sa force. Il ajoute tous les points en endurance, la portant à 213, et reprend le combat. Les singes bleus lui lancent des débris, mais rien ne le ralentit. Quand le dernier tombe, Minso regarde avec admiration, réalisant que si les gens voyaient ça, ils perdraient la tête. Lee se souvient alors des caméras de sécurité qui enregistrent tout. Debout près de la porte, Min suggère de la détruire. Il explique que si elle reste ouverte, plus de monstres apparaîtront, en faisant un terrain d'entraînement qui empêche les plus forts d'apparaître. Lee convient que les singes bleus sont maintenant trop faibles pour lui permettre une réelle croissance. Il n'est venu que parce qu'aucun donjon supérieur n'existe encore. Minso ajoute que nettoyer les donjons en débloque de plus forts, et l'humanité ne permet jamais aux portes plus faibles de rester.
Li demande si cela signifie que vaincre plus de donjons rendra la vie plus difficile aux autres. Minso hoche la tête, soulignant que Li vient de nettoyer une porte de niveau 14 en 6 jours, ce qui a pris près d'un mois dans leur vie passée. Quand Li lui demande comment il le sait, Minso lui montre une application où les joueurs publient des enregistrements et des stratégies de donjons. Le premier temps de nettoyage devient officiel, et les meilleurs joueurs obtiennent une reconnaissance nationale. En entendant cela, Li décide de publier leur record sous le nom de Fearless, un mot qui signifie sans peur. Minso est d'accord et le télécharge. Bientôt, les forums explosent d'excitation et de panique à l'arrivée des donjons de niveau 15. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un abri à proximité, des civils regardent l'émission. Une petite fille demande à sa mère quand ils pourront rentrer à la maison. La femme dit que cela prendra 29 jours. Puis un homme crie que le donjon a été nettoyé. Les gens le traitent de menteur jusqu'à ce que les écrans s'allument avec des images de Li tuant les singes bleus. Les acclamations remplissent la salle quand ils réalisent que c'est vrai. Sur le site des joueurs, tout le monde remarque le nouveau nom Fearless. Personne ne sait qui il est, mais cela n'a pas d'importance. Pour les gens qui regardent, un nouveau héros est apparu. Li et son ami marchent le long de la route en discutant des événements de leur vie passée. Son ami se souvient que le donjon de niveau 15 a été nettoyé 41 jours après le début du jeu, mais cela s'est passé au Japon où le cheval aux yeux écarlates est apparu. La Corée avait aussi une porte de niveau 15, mais personne n'était assez fort pour la nettoyer. Quand Li s'enquiert de leur prochain monstre, son ami explique qu'il s'agit d'un ours géant de niveau 15. Il ajoute que les monstres en dessous du niveau 20 ne sont pas dangereux car ils manquent de compétences, bien que les niveaux supérieurs prennent plus de temps à vaincre. Il se souvient que 71 jours se sont écoulés entre le nettoyage des donjons de niveau 19 et de niveau 20. Alors qu'il continue de marcher, son ami se demande si 300 km, c'est trop loin. Li répond que chaque pas lui donne des points bonus, donc marcher est en soi utile. Cela fait réfléchir son ami que même de petites actions peuvent changer l'avenir. Laisser tomber un stylo ou éviter un insecte pourrait modifier ce qui serait arrivé, alors Li marche prudemment, conscient que chaque choix façonne son chemin. Un camion klaxonne soudainement derrière eux. Le chauffeur crie et jure, leur ordonnant de se pousser. Li répond calmement, mais l'homme continue de crier et accélère. La colère traverse le visage de Li, et avant que son ami ne puisse l'arrêter, Li disparaît. Il rattrape le camion, confrontant le chauffeur et l'avertissant de contrôler sa colère s'il veut vivre. Le chauffeur s'excuse rapidement, et Li laisse tomber, choisissant la paix plutôt que la colère. Alors qu'ils reprennent leur voyage, Li réalise que les donjons s'ouvrent plus vite qu'avant. Cela lui donne une chance d'élargir l'écart entre lui et les autres. Ceux qui ont des souvenirs du passé perdent leur avantage tandis qu'il continue de grandir en force par lui-même. La scène se déplace vers la bataille à l'intérieur du donjon de niveau 15. Un ours massif domine Li. Il sait qu'une fois que les monstres de niveau 20 apparaissent, ils commenceront à utiliser des compétences, il doit donc devenir plus fort rapidement. L'ours frappe fort, le repoussant, mais il esquive et grimpe sur son bras. Avec un éclat de force, il lui écrase le cou et le regarde tomber. Plus de bêtes se précipitent, mais il les vainc toutes. Pendant ce temps, un débat s'est répandu en ligne sur qui a nettoyé le donjon de niveau 14. Certains soutiennent que c'était Li Huayin, d'autres disent Park Musin. Son ami mentionne qu'un donjon de niveau 16 a déjà été nettoyé par Poison Choi, dont le vrai nom est Choi Chulson. Il était autrefois l'un des hommes qui sont entrés dans le donjon final avec Li. Li se souvient que Choi a dû acquérir une compétence rare de sa vie passée. Son ami se souvient que Choi était le roi du poison et le chef de la guilde la plus forte de Corée, la guilde générale. Li se souvient comment Choi a essayé de voler sa compétence de furtivité et décide qu'il doit se déplacer plus vite. Lorsqu'Li interroge sur l'arme de Choi, son ami se souvient d'un poignard noir appartenant autrefois au léopard doré, un monstre de niveau 20 de Corée. Li écarte le souvenir, concentré uniquement sur ses propres progrès. Son ami l'informe que les donjons de niveau 17 et 18 ont été nettoyés en janvier. Alors qu'ils sortent d'un autre donjon, Li interroge sur les prochains. Le donjon de niveau 19 se trouve près de la station Gangnam, et le donjon de niveau 21 ouvrira au parc Yeldong à Bindong. Li note qu'il faudrait environ 30 minutes pour s'y rendre sans circulation. Son ami se sent soulagé que la région ait moins de monde, mais Li lui rappelle que même si des foules apparaissent, personne ne peut entrer. Seul lui peut réclamer l'arme à nouveau. Maintenant au niveau 21, Li détient 744 points bonus. Il les canalise tous dans la force, l'élevant à 1033. Une notification du système apparaît annonçant que sa force a dépassé 1000 pour la première fois. Il gagne un nouveau titre, roi de la force, et gagne la compétence de pétrification, qui gèle un adversaire pendant 3 secondes. Tester la compétence sur son ami confirme sa puissance. Son ami compare la force de Li à celle de Yang Xiangwei, l'empereur de Chine, qui a autrefois mené tous les joueurs là-bas et nettoyé d'innombrables donjons. Li se demande si sa nouvelle compétence est la même que celle de l'empereur, et son ami le confirme. Li ordonne ensuite à son ami d'aller au parc Yeldong et de surveiller qui s'y rassemble. Pendant ce temps, il va nettoyer le donjon de niveau 19 à la station Gangnam. Min-su accepte et promet de le contacter si quelque chose d'inhabituel se produit. Sur ce, ils se séparent, chacun se dirigeant vers sa prochaine tâche.
Lee se tient devant la porte de niveau 19 sachant qu'il doit la nettoyer pour débloquer le donjon du léopard doré de niveau 20. L'endroit est rempli de taupes aux yeux écarlates. Il se souvient que la porte de niveau 20 s'ouvrira une fois qu'un donjon de niveau 19 sera nettoyé. Mais comme personne d'autre ne semble capable, il décide d'assumer lui-même la tâche. Des soldats entourent la zone gérant l'évacuation. L'un d'eux arrête Lee et demande une identification. Lee admet qu'il n'en a pas. Une taupe jaillit soudainement du sol et les soldats tirent, mais leurs balles ne font rien. Le soldat l'exhorte à partir, mais Lee explique calmement que les armes ne peuvent pas nuire à de tels monstres. Lorsqu'on lui demande s'il est un joueur, il hoche la tête. Une autre taupe fait surface derrière eux. Lee active sa compétence de pétrification, la gelant en plein vol, puis lui écrase le cou. Voyant cela, le soldat s'écarte et le laisse passer. À l'intérieur, Lee étudie le donjon. Les taupes sont non seulement fortes mais rusées, se cachant profondément sous terre. Sachant qu'il ne peut pas les déterrer, il prend la fourrure du singe bleu de son inventaire. La brûlée libère une fumée toxique qui attire les monstres. Les fumées se répandent à travers les terriers, forçant les taupes à faire surface. Lee attrape chacune d'elles et les tue sans effort. Bientôt, les 15 sont mortes. Un message système apparaît annonçant la fin du donjon et les portes s'effondrent dans 3 minutes. Son téléphone sonne. Minsu l'avertit que des journalistes ont encerclé le donjon du léopard d'or. Lee lui dit de les éloigner et dit qu'il arrivera bientôt. Minsu trouve étrange que la guilde générale ne se soit pas présentée malgré le fait qu'elle connaisse la compétence de furtivité de Lee. Lee en conclut qu'il l'évite parce qu'ils savent que croiser son chemin signifie la mort. Lee laisse les soldats derrière lui et se rend en voiture au parc Huldong. Quand il arrive, l'endroit est bondé. Agacé, il appelle Minso, lui rappelant qu'il était censé dégager la zone. Minso explique qu'il a essayé, mais personne n'a écouté. Lee sort, déterminé à s'en occuper lui-même. Dès que les journalistes l'aperçoivent, il se précipite en avant en criant son nom. Des questions fusent de toutes parts. Certains lui reprochent de faire baisser le moral des joueurs. D'autres l'accusent de semer le chaos avec ses dégagements de donjons rapides. Certains supplient même des autographes et des photos. Le bruit l'agace. Après des années de guerre, il a appris à apprécier le silence. Il regarde la foule et déclare que la faiblesse n'est pas un péché, mais blâmer les autres pour cela l'est. Ceux qui le font devraient pourrir en enfer. Ces paroles tranchantes font taire la foule pendant un moment. Puis un journaliste évoque Bowar, un joueur canadien qui est entré une fois dans le donjon final. Bowar a affirmé que Lee est fort maintenant, mais sera le plus faible parmi les joueurs de haut niveau plus tard. Lee demande quelle station a les meilleures codes d'écoute. Quand il pointe vers un journaliste, il se tourne vers la caméra, lève son majeur et livre sa réponse à Bowar. Lee entre dans le donjon du léopard d'or ou R7 léopard doré. Le donjon n'autorise que 2 joueurs et a une difficulté de B+, connu pour accorder des objets rares. Il se souvient que la chasse à ces bêtes prend généralement 2 joueurs qualifiés, et les donjons B+ ne sont jamais faciles. Un léopard rugit et l'étourdit. Il s'y attendait, sachant que le rugissement l'empêche d'utiliser ses compétences pendant un moment. Sans ses capacités, il doit se battre différemment. Quand un autre léopard se jette sur lui, il esquive ses griffes, conscient que même une égratignure pourrait être fatale. Il active sa furtivité, se déplaçant invisible sur le champ de bataille. Depuis les ombres, il frappe rapidement, comptant sur la vitesse et la précision plutôt que sur la défense. Réalisant que la lutte est sa seule option, il saisit un léopard et le jette au sol. Le combat s'éternise, mais il endure. Enfin, les 7 bêtes tombent. Un message du système déclare le donjon terminé, et il vérifie son inventaire. À l'intérieur se trouve une dague nommée la dague de la destruction. Sa description dit qu'elle canalise l'énergie des compétences de son utilisateur. Lee l'équipe, notant qu'elle n'a pas encore de statistiques fixes mais qu'elle irradie une immense puissance. En activant l'armure, il voit la dague acquérir la même compétence. Quand il devient invisible, la lame disparaît avec lui. Sa force grandit avec la sienne comme dans sa vie passée. Satisfait, il se prépare à partir alors que la porte commence à s'effondrer. Dehors, une foule de journalistes l'envahit à nouveau. Il crie son nom et le bombarde de questions sur Fearless, le donjon et son arme. Leur bruit l'irrite. Il aperçoit Minso à proximité, s'excusant de ne pas avoir dégagé la zone. Lee comprend. Son ami n'a pas l'influence nécessaire pour les arrêter. Il remarque quelque chose d'étrange. Aucun joueur n'est apparu. Normalement, beaucoup se précipiteraient ici pour voler son butin ou ses compétences, mais aucun n'est venu. La pensée le dérange. Puis un journaliste crie, demandant quand il obtiendra la compétence unique œil du dieu. Lee se fige, confus, car il n'en a jamais entendu parler. Son ami lui fait signe après avoir entendu le nom œil du dieu, rappelant à Lee que c'était autrefois sa compétence. Les journalistes se rapprochent, exigeant de connaître ses statistiques et son niveau. Lee répond calmement qu'il est niveau 24 avec une force de 1033. Le silence se fait. Il déclare qu'il est au-dessus des lois et avertit que si quelqu'un le dérange à nouveau, il le tuera. Le lendemain, le chaos se répand dans le monde entier. Les journaux publient des gros titres l'appelant la naissance d'un dieu et se moquent des railleries antérieures de Bowar. D'autres rapportent que le donjon du léopard d'or a été terminé en moins de 40 minutes.
Les gouvernements expriment leur inquiétude, et la Corée du Nord le qualifie de menace mondiale. Tous les médias écrivent sur son refus de donner des interviews et sa menace envers les médias. Plus tard, Lee et Min-so sont assis dans son salon. Lee s'enquiert de l'œil du dieu. Min-so confirme son existence, disant que Lee le possédait dans sa vie passée. Il lui permettait de voir les statistiques et l'inventaire de ses adversaires, ce qui en faisait une compétence unique et inégalée. Au fur et à mesure qu'il montait de niveau, il évoluait grâce à un processus appelé second éveil, changeant non seulement en puissance mais aussi en forme. Min-so spécule qu'à des niveaux plus élevés, la compétence pourrait détecter même de légers mouvements dans les pupilles ou le rythme cardiaque d'un ennemi, donnant à Lee une précision parfaite au combat. Lee demande où il pourrait être trouvé, et Min-so suggère de consulter le site web des joueurs, qui suit les records des donjons. Bien que non parfait, il pourrait réduire la recherche. Lee sait que le temps est compté. De nombreux joueurs ont régressé et vont se précipiter pour revendiquer la compétence. De grandes guildes des joueurs de bas niveau vont le rechercher. Min-su lui rappelle qu'il était l'un des joueurs les plus forts dans sa vie passée et que les gens parlent constamment de lui. Les rumeurs sur le projet Liuayen se répandent rapidement, et les grandes guildes ont commencé à étudier les dossiers de ceux qui sont entrés dans le donjon final. Lee se demande si ces dossiers ont été créés parce qu'ils ont prévu la régression, mais Min-su précise qu'ils ont été créés pour le meurtre. Les guildes ont documenté chaque joueur puissant, notant où ils avaient obtenu leurs objets et leurs compétences. Cette connaissance leur a permis de planifier des vols et des assassinats. La guilde générale a une fois essayé de voler la compétence de furtivité de Lee en utilisant des fouets et des filets après avoir appris qu'il avait une armure. Même après avoir échoué, ils l'ont suivi de près, attendant une autre chance. Lee réalise que ces dossiers sont des cartes au trésor menant directement à sa puissance passée. Min-su admet que sa propre guilde a aussi collecté de telles données. Les compétences et les objets étaient tout dans ce monde, et tuer est devenu une partie naturelle de la survie. En suivant les portes des donjons, les guildes pouvaient deviner exactement quand quelqu'un acquérait une nouvelle compétence. Lee réfléchit au fait que la guilde générale, dirigée par le roi du poison Choi Chul-song, est la plus puissante de Corée et l'un de ses anciens rivaux. Ils connaissent déjà ses compétences passées et pourraient maintenant courir après quelque chose de plus grand, l'œil du dieu. Min-so suggère qu'ils pourraient utiliser leurs souvenirs du passé pour forger des armes puissantes dès le début. Lee est d'accord, mais ajoute qu'ils ont probablement évité le donjon du Léopard d'Or pour deux raisons. Premièrement, il prévoit de le laisser collecter ses anciennes compétences et objets, puis de le tuer pour tout prendre en une seule fois. Deuxièmement, la peur. Sa force les a déjà suffisamment terrifiés pour qu'aucun n'ose plus l'affronter. Lee consulte le site web du jeu et voit que le donjon des orques noirs de niveau 21 a été terminé par l'idée poison Choi. Il note que Choi travaille dur. Plus tôt, des joueurs des États-Unis et de Chine étaient en tête du classement. Mais à partir du niveau 20, seuls ses noms et celui de Choi Chul-song restent. Il est maintenant niveau 25 avec 732 points bonus, qu'il attribue à la concentration, la portant à 733. Il réfléchit au fait que personne ne peut encore devenir empereur puisque ce titre nécessite une statistique supérieure à 1000. Lorsque sa force a dépassé cette marque, il a obtenu le titre de roi de la force et a débloqué la compétence pétrifiée, autrefois détenue par l'empereur Yang Xiangwei dans sa vie passée. Puisqu'un seul donjon de niveau 21 a été terminé jusqu'à présent, personne ne pourrait atteindre cette puissance pour le moment. Son ami est d'accord avec sa décision, notant que la concentration est vitale. Lee explique qu'elle améliore la conscience du combat, l'évasion et la précision, lui permettant d'utiliser sa force au maximum. Elle aide aussi quand les compétences sont inutilisables. Quand on lui demande s'il a besoin de plus de mana, il répond qu'il n'en manque jamais car il le contrôle efficacement. Lee décide d'améliorer sa compétence de furtivité ensuite. Son ami suggère que la force brute pourrait être plus rapide, mais Lee explique que la furtivité offre des informations grâce à l'espionnage et à l'infiltration, ce qui la rend plus utile. Il prévoit de l'élever au niveau 2 avant de se rendre au quartier général de la guilde générale. Alors qu'ils sortent, son ami commande ses vêtements simples et insiste pour qu'il s'habille en accord avec sa puissance croissante. Bien qu'il soit réticent, Lee accepte et le suit dans un magasin connu pour ses tenues de joueur de donjon. Le commerçant, reconnaissant Lee, lui offre les vêtements en cadeau en son honneur. Amusé par le geste, Lee accepte et part après s'être changé et avoir mis sa nouvelle tenue. Il demande ensuite comment améliorer sa furtivité. Son ami explique que la maîtrise vient de la compréhension et de l'utilisation répétée de la compétence. Certaines actions augmentent les points de compétence, ce qui déclenche des notifications du système. Lee pense que d'autres joueurs régressés connaissent déjà ces méthodes et décident de commencer les tests. Ils entrent dans un donjon de gobelins et d'orques. Les gobelins ne représentent aucune menace, alors Lee se concentre sur les orques. Il active la furtivité alors qu'un ORC rugit à proximité, testant différentes approches. Lorsqu'il essaie de combiner armure et furtivité, cela échoue, alors il revient en arrière et frappe le coup de l'ORC, gagnant en compétence. Réalisant que le processus fonctionne, il continue de chasser jusqu'à ce que la furtivité atteigne le niveau 2. Maintenant, tout ce qui touche sa peau peut devenir transparent en fonction de son mana. Satisfait, Lee se renseigne sur le quartier général de la guilde générale.
Son ami lui dit que c'est à Shondam, dans le district de Gangnam. Lee sourit, remarquant que ça doit être un endroit riche. Lee se tient devant le quartier général de la guilde générale avec sa compétence de furtivité active. 2 joueurs de la guilde marchent devant lui, se plaignant des problèmes causés par Lee Huayan. L'un murmure qu'ils font semblant d'aider tout en collectant de l'argent, et l'autre lui conseille de se taire. Alors qu'ils passent leurs cartes, le garde les salue et Lee se glisse derrière eux. Un joueur s'arrête, sentant quelque chose d'étrange mais l'ignore. Lee considère que c'était une situation délicate et écoute une annonce qui appelle tous les cadres à une réunion à 9h30. Il décide de suivre. À l'intérieur de la salle de conférence, il maintient sa furtivité active. Un homme ouvre la réunion, notant la date du 14 janvier. Un joueur de rang A mentionne que le maître de guilde est absent, car il est en train de nettoyer un donjon de niveau 23. Un autre s'inquiète de son état. Un joueur de rang B déclare que leur maître réclamera bientôt l'œil de Dieu, et Lee note l'expression avec attention. Ils discutent de la surveillance de Lee Huayan, se plaignant que son nom domine chaque réunion et qu'ils ne parviennent pas à le trouver. Le vice-maître Choi Han-seong remarque que s'ils ne peuvent pas le localiser, le capturer est sans espoir. Lee sourit intérieurement, sachant qu'il est juste là. Han-seong ajoute que perdre la compétence de furtivité, le poignard, et maintenant l'œil de Dieu, les détruirait. L'homme qui dirige la réunion affirme que Lee apparaîtra pour l'œil de Dieu, un cadre s'y oppose en disant que la puissance de Lee a dépassé l'entendement. Il brandit un journal rapportant la force de Lee à 1033, la qualifiant d'impossible. Han-seong rejette cela comme un bluff destiné à provoquer la peur et demande le plan. L'homme présente des documents détaillant les actions passées de Lee, révélant qu'il a réclamé l'œil de Dieu dans le donjon de l'ogre noir de niveau 34, tuant 4 membres de la guilde. Il demande à ceux qui sont morts de lever la main, et Han Wozung, Lee Yujin, Park Guango et Go Sang-yoon répondent. Lee les observe en silence, se souvenant de leur destin. Yujin raconte que le donjon détient toujours une compétence rare et que leur maître les y a envoyés il y a des années. Ils avaient considéré Lee comme un joueur faible, et cette erreur a conduit à leur mort. La peur se manifeste dans leur voix lorsqu'ils se souviennent. Park avoue qu'il frissonne encore en se souvenant. Eugen explique que la compétence unique œil de Dieu apparaît toujours dans ce donjon et que leur connaissance inclut désormais des détails obtenus après la régression. Lee jette un coup d'œil au document, notant l'emplacement du donjon et les faiblesses du monstre. Han-seong demande leur plan. Yujin explique que leur maître y ira lui-même cette fois. Et comme seuls eux et Lee connaissent bien le donjon, ils saisiront l'occasion de le tuer et de récupérer l'œil de Dieu. Il propose d'utiliser SA2 sur les ogres noirs. Un autre joueur proteste, lui rappelant que la drogue est interdite. Eugen insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'autre moyen d'arrêter Lee. Park ajoute qu'ils soutiendront leur maître et reviendront avec l'œil. Écoutant depuis l'ombre, Lee se demande tranquillement s'ils sont prêts à mourir de la même manière à nouveau. L'imagination humaine ne connaît pas de limite. Même lorsque les monstres menacent le monde, les humains étudient leurs restes pour fabriquer des outils de survie. Les matériaux de monstres ne ressemblent à rien de ce que l'on trouve sur Terre. Certains sont plus durs que le fer mais légers, certains brûlent mieux que le charbon et d'autres sont façonnés en des conceptions complexes. Ces découvertes font progresser la technologie humaine, mais pas toujours pour le bien. Une de ces créations est la drogue SA2. Lee envoie un message à son ami pour se renseigner sur la drogue. Son ami est alarmé et l'avertit qu'elle est interdite par l'Association mondiale des joueurs. Lorsque Lee demande quel est son but, son ami explique qu'elle amplifie la puissance d'un monstre. Un test a une fois transformé un gobelin assez fort pour vaincre un léopard doré de niveau 20. La drogue a été fabriquée à l'origine comme une arme pour libérer des monstres dans les terres ennemies, mais elle a causé le chaos, conduisant des soldats et des joueurs à mourir face à des bêtes plus faibles. Lors de la réunion de la guilde, Lee Yujin explique que SA2 dure 24 heures. Lorsque Lee Huayan apparaîtra à la porte de l'ogre noir, il prévoit d'injecter la drogue aux monstres, augmentant leur force au niveau 100. Après l'avoir tué, ils saisiront ses compétences, ses objets et l'œil de Dieu. Han-seong approuve mais avertit tout le monde de se taire ou la guilde s'effondrera si la vérité se répand. Il souligne que l'œil de Dieu est trop précieux et exhorte tout le monde à devenir plus fort avant d'affronter les ogres noirs de niveau 33. Yujin est d'accord et les remercie pour leur soutien. Soudain, Lee reçoit un avertissement du système que sa furtivité se désactivera bientôt en raison d'un faible mana. Il regrette de ne pas avoir investi plus de points plus tôt et applique rapidement les 243 points bonus à son mana, le portant à 341. Yujin sent le changement soudain et demande qui vient d'utiliser une compétence. Guango rejette cela, mais Yujin insiste sur le fait qu'il a ressenti un fort flux de mana. Avant que la suspicion ne se répande davantage, quelqu'un entre pour annoncer l'arrivée du maître de guilde. Choi Chul-sung entre et la pièce devient tendue. Lee sent la puissance qui rayonne de lui. Chul-sung assure à tout le monde qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer. Han-seong parle du SA2, insistant que c'est leur seule chance de vaincre Huayan, dont la force semble impossible. Chul-sung répond que Huayan ne ment pas, bien que son pouvoir soit effectivement incroyable. Puis, il ordonne à tout le monde de se mettre en route. Alors que Chul-sung passe, Lee envisage de l'affronter, mais décide de se concentrer sur les archives. Il suit un homme qui transporte des documents, se faufilant par la porte pendant que l'homme scannait son œil pour entrer. Sa forte concentration garde ses mouvements silencieux.
À l'intérieur, il se révèle, attache l'homme avec de la fourrure de singe bleu, et s'empare des archives de sa vie passée. Il étudie les papiers sous la lumière vacillante de son briquet. Les archives sont détaillées, décrivant chaque bataille et chaque joueur qu'il a tué autrefois. Les lire lui apporte un léger sentiment de tristesse. Il se tourne vers la liste des objets et des compétences, chacun lié au monstre dont ils proviennent, et trouve l'exactitude presque admirable. Les archives passées de Huayin révèlent qu'après avoir terminé le niveau 245, son corps a complètement changé. Sa forme assombrie est devenue instable et a tout détruit sur son passage. Le spectacle était au-delà de toute description. C'est devenu une compétence de grade légendaire que les joueurs ont plus tard appelée l'ombre de Li Huayin, lui valant le titre d'ombre de la mort. Après la réinitialisation du monde, ce même pouvoir appartient maintenant à Choi Chul-sung, maître de la guilde générale. En lisant les archives, Li réalise que c'est la dernière entrée concernant son passé et son avenir. Il soupçonne qu'il ne s'agit que d'une copie et exige l'original avant de détruire les archives. En brisant le superordinateur qui contenait toutes les données de la guilde, il gagne une grande quantité de points bonus, montrant à quel point la chute de la guilde a modifié l'équilibre du monde. La destruction des archives elle-même modifie le cours de l'avenir. Sachant que la force doit venir en premier, Li investit tous les points bonus dans sa statistique de force, la portant à 2054. Il envoie un message à son ami, expliquant qu'ils ne peuvent pas prédire à quel point la drogue S-A-Tout améliorera les monstres. Son ami répond qu'une force de 2000 à elle seule est extraordinaire. Quand Li demande ce qu'il a appris d'autre, son ami explique que la drogue a été initialement conçue pour augmenter les récompenses des donjons. Les humains croyaient que des monstres plus forts rendraient les donjons plus difficiles et les butins meilleurs, ils ont donc expérimenté en injectant la drogue aux monstres. Cependant, le système n'a jamais reconnu le changement, rendant la drogue imprévisible et dangereuse. Li trouve la drogue problématique et s'inquiète du plan de la guilde générale de l'utiliser sur des ogres noirs. Son ami suggère de la tester d'abord. Ils injectent la drogue à un gobelin, et il rugit avec une puissance soudaine avant de charger. Li réagit rapidement, l'attrape par le crâne, et l'écrase, notant sa vitesse, mais réalisant que sa force est toujours bien en dessous de la sienne. Plus tard, Li entre dans un donjon de niveau 27 rempli de zombies sadans. Leur odeur de pourriture rend la concentration difficile. Ils se déplacent aussi vite que des singes bleus, et leurs mâchoires de fer peuvent tout écraser. Même briser leur crâne ou leurs organes ne parvient pas à les arrêter, alors Li décide que la décapitation est la seule solution. Utilisant la furtivité, il les tranche un par un. Le combat n'accorde aucune expérience, mais il gagne 456 points bonus. Bien qu'utile, cela semble toujours insuffisant. Alors que le dernier zombie tombe, le système annonce que tous les monstres sont vaincus, et que le portail s'effondrera dans 3 minutes. Un autre message apparaît indiquant que la maîtrise de sa compétence papillon a augmenté et que ses actions modifient considérablement l'avenir. Li fait une pause, se demandant ce que le système veut vraiment dire par ces mots. Li sort du portail et appelle son ami. Il demande s'il reste des questions, expliquant qu'il n'en a pas besoin à cause de la régression. Chaque joueur a reçu 3 questions du système au début, et son ami révèle qu'il en a déjà utilisé une pour demander pourquoi la régression s'est produite, il en reste donc 2. Li suggère de poser des questions sur la maîtrise des compétences. Son ami hésite, craignant que ce ne soit un gaspillage, mais finit par accepter. Quand il pose des questions sur les points de maîtrise pour l'effet papillon, le système répond qu'une telle compétence n'existe pas. Choqué, il dit à Li que le système n'a pas pu la trouver. Il se demande s'il y possède une compétence au-delà du jeu lui-même, quelque chose comme un bug ou un programme illégal. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, un nouveau portail de donjon apparaît. Un message indique qu'un donjon spécial de niveau 1 avec une difficulté de rang S a été déverrouillé, et qu'un seul joueur peut entrer. Li reçoit une notification indiquant qu'il a gagné plus de 4000 points grâce à l'effet papillon, ce qui a déclenché l'apparition du donjon. Il conseille à son ami de poser des questions au système à ce sujet, mais son ami refuse, frustré que la dernière question ait été gaspillée. Il se plaint du créateur du jeu, disant que le système nie ce qui existe clairement. Li pointe vers le portail, lui rappelant que le déni du système signifie peu quand la preuve se tient devant eux. Un avertissement clignote indiquant que le portail se fermera dans 30 secondes. Ils se demandent tous les deux s'il peut se fermer tout seul. Li s'avance, disant à son ami d'interroger le système sur le portail pendant qu'il entre à l'intérieur. Le système répond que les donjons spéciaux apparaissent quand un joueur ou un petit groupe devient trop puissant par rapport aux autres. Ces donjons sont conçus par le dieu du jeu pour rétablir l'équilibre. En terminer un accord d'une compétence spéciale conçue pour contrer un joueur imparable. Son ami réalise que le portail est apparu à cause de Li, et que tout joueur qui le termine pourrait gagner une compétence assez forte pour le défier. Le système explique qu'il n'a pas pu répondre plus tôt parce que les informations sur les donjons spéciaux n'ont été ajoutées que quelques instants auparavant. Agacé, son ami marmonne que Li est sur le point de devenir encore plus fort. À l'intérieur du donjon, Li marche dans un couloir sombre, notant qu'un donjon de rang S devrait au moins accorder une compétence unique. Soudain, un gobelin apparaît devant, souriant étrangement. Au grand choc de Li, la créature parle,
s'appelant le gardien du donjon spécial et révélant son niveau, 200. Il se moque de sa surprise, lui promettant une mort rapide et sans douleur, puis lève une sphère de feu flamboyante et la lance vers lui. Lee active son armure alors que le feu le frappe. Le système notifie que la maîtrise de l'armure a augmenté. Il réalise qu'elle devient plus forte lorsqu'elle endure des attaques au-delà de sa défense. La compétence passe au niveau 2, gagnant la capacité de libérer une onde de choc. Le gobelin a l'air surpris par la force de Lee et charge avec une autre vague de feu. Lee utilise sa compétence de pétrification, gelant la créature en plein vol avant de la claquer au sol. Le gobelin grogne d'incrédulité, mais quand Lee saisit sa tête pour l'écraser, le gobelin bloque l'attaque. Lee est surpris que son crâne reste intact. Souriant, le gobelin invoque 3 clones. Un clone loue la puissance de Lee, tandis qu'un autre se demande comment il a survécu si longtemps. Il lance des explosions d'énergie, mais Lee esquive rapidement. Quand un clone attaque par derrière, Lee le bloque et riposte. Son armure libère une onde de choc qui fait voler le gobelin. La force l'étonne. Le gobelin fixe le clone tombé avec incrédulité, marmonnant qu'aucun humain ne devrait être aussi fort. Lee charge à nouveau et détruit un autre clone. Les 2 autres se retirent, mais ils ne s'arrêtent pas. Il remarque qu'ils comprennent le langage humain tout en les poursuivant. Versant tous ses points bonus dans la force, il la pousse à 3486. Lee se précipite avec une puissance écrasante. Un clone pleure que leur mort ne peut pas faire partie du plan du dieu. Lee frappe, l'anéantissant instantanément. La peur remplit les yeux du dernier gobelin avant que Lee ne disparaisse en utilisant la furtivité et ne lui perce le cou avec son poignard. La créature s'effondre. Il monte de niveau, réalisant que c'est le résultat d'avoir tué un monstre de si haut niveau. Une notification annonce que tous les monstres ont été vaincus, la porte se fermera dans 3 minutes. Le gardien de niveau 200 est tombé, et une compétence spéciale lui a été accordée. L'excitation monte en lui alors qu'il attend la récompense. Lee reçoit la compétence spéciale œil de l'inversion, qui lui permet de lire les souvenirs d'un autre joueur. Cependant, il ne peut pas lire les souvenirs des joueurs plus forts que lui et ne peut être utilisé qu'une fois toutes les 24 heures. La compétence a le pouvoir de combler le fossé de connaissances entre les joueurs passés et présents qui se fiaient autrefois à l'expérience et à la mémoire pour garder une longueur d'avance. En sortant de la porte, Lee rencontre son ami qui lui demande immédiatement s'il a acquis une autre compétence spéciale. Au lieu d'expliquer, Lee décide de faire une démonstration et utilise la compétence sur lui. Un message système apparaît demandant quel souvenir visionner. Lee sélectionne le moment où ils étaient au supermarché. Le souvenir se déroule devant lui comme une scène, avec des options pour mettre en pause et revenir en arrière. Il avance pour voir le père de Minso mourir et la culpabilité qui hante son ami. Puis il voit Minso le regarder avec admiration, croyant que Lee pourrait changer le monde et vaincre tous les monstres. Lee sourit à ce qu'il voit et répète à voix haute les pensées de son ami, faisant rougir Minsoun. Déclarant qu'ils vont tuer tous les monstres et dominer le monde, Lee jette un autre coup d'œil dans l'esprit de son ami et le surprend en train de l'appeler Monseigneur. Il taquine Minsoun, qui devient agité et le supplie d'arrêter. Lee rit et décide d'attendre le donjon de niveau 29. Plus tard, Lee s'assoit dans son appartement et télécharge une mise à jour sur le site du jeu, annonçant la fin du donjon de zombies à la dent en or de niveau 28. Les réactions affluent. Certains l'accusent d'injustice, d'autres le félicitent, et beaucoup s'inquiètent de la destruction causée par des monstres plus forts. Quelques-uns doutent que le donjon final puisse jamais être terminé, tandis que d'autres l'appellent un dieu. Lee ignore le débat et se concentre sur la publication de ses temps d'achèvement car les classements officiels du gouvernement et de l'Association mondiale des joueurs en dépendent. Atteindre le top 10 lui accorderait la liberté des lois et des impôts, mais son véritable objectif reste le donjon final, qui promet puissance et renommée au-delà de toute mesure. Minso revient avec des nouvelles que Choi Chulsung a terminé le donjon de l'araignée venimeuse de Nice, un exploit qui semble impossible sans une nouvelle capacité. Lee soupçonne Choi d'être après l'œil de Dieu et s'attend à leur confrontation au donjon de l'ogre noir. La scène se déplace vers un donjon de niveau 30 en Corée du Sud connu sous le nom de sanglier à cornes sombres. Lee affronte un sanglier massif dont les cornes s'étendent à chaque rugissement. Une frappe pourrait le tuer, mais il connaît aussi l'immense valeur de la corne. Son mana est faible car l'œil de l'inversion consomme beaucoup d'énergie. Avec 112 points bonus restants, il les attribue tous au mana, se sentant une force renouvelée en chargeant vers les bêtes. Les sangliers chargent vers Lee, et il active son armure. Saisissant leurs cornes, il les claque contre le sol. Les cornes refusent de se briser, ce qui explique leur grande valeur. Il épingle les bêtes sous son pied et enfonce son poignard dans le sol. La lame blindée libère une onde de choc, le surprenant par sa puissance. Réalisant l'effet, il coupe leurs cornes avec facilité mais se sent déçu du peu de défis qu'elles ont posés. Tenant les cornes de sanglier à cornes sombres, Lee note leur valeur en tant que matériau pour les objets légendaires. Comme il possède déjà un poignard puissant, il prévoit de les vendre pour le profit. Le système annonce alors que tous les monstres sont vaincus, et la porte se fermera dans 3 minutes. De retour dans son appartement, Lee fixe son téléphone après avoir publié une mise à jour sur la fin du donjon de niveau 30. L'attention croissante l'irrite. Il se demande combien de portes de niveau 32 sont ouvertes à proximité.
Min-so répond qu'il en existe 2 en Corée du Sud. Lee soupçonne que CHUL Sung pourrait attendre la porte de niveau 33 à la place, prévoyant de faire de même. Min-so suggère que cela pourrait se transformer en un jeu de stratégie. Si les 2 hommes attendent, le premier à terminer la porte de niveau 32 forcera l'autre à se déplacer rapidement. Pendant ce temps, Choi Chul-sung se tient devant une porte avec 4 joueurs que Lee avait tués dans sa vie passée. Gwang-go doute de l'efficacité de la drogue contre quelqu'un d'aussi puissant que Lee. Ho-jin qualifie la force de Lee d'exagérée, mais Sang-Yin avertit que la puissance de Lee pourrait être réelle. Chul-sung déclare qu'il n'a pas l'intention d'affronter Lee directement. Même si la force de Lee dépasse 1000, il croit que les ogres améliorés le maîtriseront. Il explique que la drogue S2 multiplie les statistiques d'un monstre par 20 pendant 24 heures. Confiant dans son plan, il décide de laisser les ogres tuer Lee et de récupérer ses objets après. Alors qu'ils entrent dans la porte, un groupe d'ogres noirs apparaît. Chul-sung tire la goupille d'une bombe fumigène S2 et la fait rouler vers l'avant. Les ogres inhalent la drogue et tombent sous son effet. Les regardant se transformer, Chul-sung sourit, prévoyant d'attendre que la drogue se dissipe avant de récupérer les restes de Lee. Puis lui et son équipe quittent le donjon. Lee arrive à la porte avec Min-so et remarque le silence inquiétant. Il conclut que les ennemis ont déjà utilisé la drogue sur les ogres noirs. Repérant des empreintes de pas, il se demande comment la soi-disant meilleure guilde peut être aussi négligente. Min-su confirme que les ogres sont sous l'effet de la drogue et suggère d'attendre que la drogue se dissipe, mais Lee refuse. Puisqu'ils connaissent déjà la position du monstre, changer de plan pourrait alerter l'ennemi. Il investit tous ses points bonus dans l'endurance et dit à Min-su de se cacher car la guilde générale a vu son visage. Min-su est d'accord et attend l'appel de Lee. Invisible, un insecte de surveillance de la guilde les enregistre. Dans la salle de contrôle, les opérateurs de la guilde suivent les mouvements de Lee et fixent la caméra sur la porte. Ils prédisent qu'il ne tiendra pas plus de 3 heures. Leur chef ordonne un rapport immédiat à Chul-sung. Dans le donjon, la puanteur oblige Lee à se couvrir le nez. Se déplaçant silencieusement, son poignard à la main, il sent le sol trembler tandis que des ogres noirs s'approchent, chacun brandissant d'énormes haches. Il semble plus monstrueux qu'avant, et malgré sa furtivité, ils le sentent. Réalisant que leurs sens se sont aiguisés à cause de la drogue, ils se préparent au combat. Un ogre lance sa hache, mais Lee active son armure et esquive. Il lance pétrification, tranche la jambe du monstre et enfonce son poignard dans son dos jusqu'à ce qu'il tombe sans vie. Un autre ogre frappe avec une grande force, et bien que Lee bloque avec son armure, l'impact le repousse. Il reconnaît sa puissance alors que d'autres ogres se précipitent. Ils lancent leurs haches, mais il les évite avec aisance. Voyant leurs armes éparpillées, il remarque qu'elles sont désormais inutiles. Saisissant une des haches, il la lance sur le chef des ogres, lui tranchant le cou. Alors que le corps s'effondre, la meute rugit de rage, et Lee prépare une autre hache pour les affronter un par un. Avec son immense force, Lee brise le bras de l'ogre, le laissant pendre inutilement. La créature rugit de douleur et balance son autre bras, mais Lee esquive et lui écrase la jambe. La bête s'effondre, et Lee se tient au-dessus, décidant de ne pas la tuer pour le moment afin de maintenir la porte ouverte. Autour de lui gisent 9 ogres sans vie, mais l'œil de Dieu reste caché. Les pensées de Choi Chul-sung et de la guilde générale remontent à la surface, et il décide de les attirer à l'intérieur du donjon. Il jette les têtes d'ogre hors de la porte et sort, narguant les observateurs cachés. Leur plan, dit-il, n'était ni intelligent ni efficace et les exhorte à venir rapidement. Puis il retourne à l'intérieur, prêt pour leur arrivée. Dans la salle de contrôle, l'équipe de surveillance observe avec panique. L'administrateur contacte Chul-sung, expliquant que Lee a jeté les têtes d'ogre. Chul-sung réalise la situation et exige un poison suffisamment puissant pour tuer Lee. Quand on lui dit qu'il est encore en production, il ordonne l'exécution de l'administrateur, déclarant que toutes les personnes inutiles mourront désormais. Il ordonne ensuite à l'équipe de créer un exhausteur capable de percer l'armure de Lee en 3 heures. Dans son bureau, Cholson écrase un exhausteur de poison avec colère. L'exhausteur a autrefois alimenté son ascension dans la chronologie précédente lorsque sa compétence de poison lui a valu le titre de roi du poison. En utilisant la technologie future, il pouvait produire des toxines qui perçaient les défenses des monstres. Mais même maintenant, il lui manque un poison suffisamment puissant pour briser l'armure de Lee. Déterminé, il ordonne à ses 4 joueurs de tuer Lee dans les 2 heures. S'ils sont capturés, ils doivent mettre fin à leur propre vie pour protéger le plan. Guangzhou hésite, mais Chul-sung l'avertit que l'échec ne sera pas pardonné et promet qu'ils seront reconnus comme des héros s'ils réussissent. De retour à l'intérieur du donjon, de nouveaux ogres noirs émergent. L'un balance sa hache, mais Lee esquive facilement. Les tuer ne fait qu'en faire apparaître davantage, et il commence à trouver le combat fastidieux. Il en frappe un, le tuant instantanément, et décide d'ignorer les autres. Puis un message clignote devant lui, annonçant que le donjon a atteint son nombre maximum de joueurs. Lee sourit, sachant que la guilde générale est enfin entrée. Lee fait face aux joueurs de la guilde générale, et un frisson leur parcourt l'échine. Yujin marmonne avec incrédulité, tandis que Guango rappelle au groupe qu'il ne reste que 2 heures avant que le maître Chulson arrive avec le nouveau poison pour tuer Lee. Lee observe calmement à quel point ils ont l'air mal préparés.
Guango remarque quelque chose d'inquiétant. Lee se tient debout sans une seule blessure. Il exhorte tout le monde à se préparer au combat, déclarant qu'ils n'ont qu'à endurer 2 heures. Ojin essaie de fuir en panique, mais Lee se déplace plus vite, réduisant la distance et lui brisant le cou. Les autres se figent alors que Lee remarque que la tuer rapidement était une miséricorde. Ozun ordonne à son équipe de rester calme, croyant qu'ils peuvent retarder Lee assez longtemps pour devenir des héros dans l'histoire de la guilde. Lee s'avance, saisissant Guango par le cou et active l'œil de l'inversion. En fouillant dans ses souvenirs, Lee voit Chulson boire un exhausteur de poison qui renforce ses toxines. Inversant le souvenir, il regarde les hommes de Chulson discuter de l'utilisation d'exhausteurs provenant d'araignées venimeuses capables de tuer instantanément. Lee exige des détails de Guango qui résiste jusqu'à ce que Lee serre sa prise. À bout de souffle, Guango avoue que le liquide adapte le poison de Chulson pour correspondre à chaque monstre. Lee trouve l'exhausteur impressionnant. Continuant à travers le souvenir, Lee regarde Chulson ordonner à son laboratoire de créer un poison suffisamment puissant pour percer son armure. Entendant la frustration de Chulson face à leur lente progression, Lee ricane, réalisant que son armure ne peut toujours pas être brisée. Cherchant plus loin, il trouve un souvenir de son ancien moi recevant l'ordre de quitter une porte revendiquée par la guilde générale. Quand il a refusé, il les a tous massacrés. Il n'y avait aucun signe de l'œil de Dieu alors, mais Lee décide de tester la même méthode maintenant. Il exige de savoir pourquoi Chulson n'est pas apparu, mais Guango implore plutôt sa pitié. Réalisant qu'il n'aura pas de réponse, Lee lui écrase le cou. Alors qu'un ogre noir traîne le corps de Yujin, Lee marmonne qu'au moins ils ne l'interrompront plus. Tout en examinant les cadavres d'ogres, Lee découvre quelque chose de solide dans l'estomac de l'un d'eux, la pierre de compétence de l'œil de Dieu. La capacité lui permet de voir le statut et l'inventaire de tout joueur ou monstre en dessous de son niveau. Tenant la pierre, Lee sourit, prêt à s'enfoncer plus profondément dans les ténèbres du vide. Dans la salle de conférence de la guilde générale, des images de Lee sont diffusées à l'écran. Un joueur commande qu'il ne reste plus rien à analyser puisque la force de Lee dépasse déjà leur portée. Un autre exprime son incrédulité qu'il puisse vaincre des monstres améliorés par la drogue. Le premier répond que c'était prévisible, car même avec la drogue, les monstres ne restent que des monstres. Un joueur mentionne que le combat n'est pas terminé car la porte de l'ogre noir reste ouverte. Quand on lui demande pourquoi, un autre explique que Lee attend sa proie, non satisfait de seulement l'œil de Dieu. La salle se tait alors qu'il réalise qu'il attend Chulson lui-même. Chulson entre et tout le monde le salue en tant que maître. Se tenant la tête avec colère, il exige de savoir où est l'exhausteur. Un joueur s'agenouille et conseille de se retirer, expliquant que bien que le développement soit terminé, le produit final prendra 3 jours. Chulson avertit que s'il y obtient la compétence de classe unique de la porte du golem de niveau 51, ils ne le vaincront jamais. Le joueur lui assure qu'ils l'arrêteront même au prix de leur vie. Chulson demande s'ils sont certains que Lee mourra dans 3 jours. Lorsque le joueur est d'accord avec confiance, Chulson lui saisit la tête et le tue avec du poison, déclarant que l'incompétence est inacceptable. Il ordonne une sécurité maximale autour du labo et commande à tous les joueurs de la guilde de le garder. Leur but est de tuer Lee dans le donjon des golems de niveau 51 et de prendre tout ce qu'il possède. Pendant ce temps, à l'intérieur de la porte, Lee réalise que Chulson pourrait ne pas venir, ce qui signifie que l'améliorateur n'est pas encore prêt. Il envisage de raser le quartier général de la guilde, mais décide qu'il serait plus avantageux de ne tuer que Chulson. Utiliser l'influence de la guilde servirait mieux ses plans. Grâce à sa connaissance de sa vie passée, il se souvient que leur prochaine cible est le donjon d'armure en argent de niveau 51, qui détient une compétence unique. Il comprend le plan de Chulson pour sécuriser à la fois la compétence et un améliorateur plus puissant. Déterminé à l'arrêter, Lee active la furtivité et quitte la porte, sachant que les yeux de la guilde sont toujours rivés sur lui. Dehors, il rencontre Minceau, qui révèle que l'usine d'améliorateurs est à Paju. Utilisant l'œil de Dieu, Lee vérifie les stats de Minceau et l'avertit d'être prudent, disant que même se tenir trop près pourrait être dangereux. Minceau admet qu'il s'attendait à ce que Lee obtienne l'œil de Dieu, mais en être témoin de visu est troublant. Il indique l'emplacement exact de l'usine et montre la voiture qu'il a achetée avec l'argent de la vente de la corne d'ogre. Alors qu'il se dirige vers Paju, Lee attribue ses plus de 2000 points bonus à la concentration, la portant à 2786. Il explique que la concentration renforce l'œil de Dieu, l'aidant à lire les stats et les faiblesses de l'adversaire plus précisément. Étant donné que son immense force reste difficile à contrôler, il est essentiel d'améliorer sa concentration. Le système reconnaît ses progrès, lui accordant le titre de roi de la concentration. À l'usine d'améliorateurs de poison à Paju, Lee et Minsu sortent du véhicule. Lee lance immédiatement un sort de paralysie sur son ami, une compétence débloquée après avoir atteint 1000 points de concentration. Il désactive un sens d'un adversaire de niveau inférieur pendant 5 secondes. Le système demande quel sens bloquer, et Lee choisit la vision. Alors que Minceau devient aveugle, Lee lui dit d'attendre dehors. Lee frappe le mur de l'usine avec une force immense, faisant trembler tout le bâtiment. À l'intérieur, les techniciens paniquent, pensant qu'il s'agit d'un tremblement de terre. Quand l'un d'eux repère Lee et alerte les autres, le chaos se répand. Enragé que Chulson ne soit pas là,
Lee écrase à nouveau le mur, causant encore plus de destruction. Dehors, Minso regarde le bâtiment trembler, ayant du mal à croire ce qu'il voit. Repérant une caméra de surveillance, Lee s'adresse directement à elle, avertissant que leurs améliorateurs seront bientôt détruits. Il désigne un pilier et déclare qu'une fois qu'il tombera, tout sera terminé. Il propose un échange, disant qu'il y a des choses qu'il veut de Shulson, puis écrase la caméra. Le lendemain matin, Lee est assis sur les décombres quand Shulson arrive. Utilisant l'œil de Dieu, Lee scannait ses stats. Réalisant cela, Shulson le maudit. Lee note sa compétence de poison, capable de provoquer la mort avec une probabilité de 80%. Shulson le traite de lâche, mais Lee lui rappelle que sans son aide, Shulson serait mort dans le donjon de l'ogre noir. Selon Lee, la victoire décide qui est vraiment le lâche. Shulson attaque avec du poison, mais Lee esquive et réduit la distance. Sa vitesse choque Shulson. L'attrapant par le cou, Lee résiste au poison avec son armure. Il remarque que seul un améliorateur plus puissant aurait pu la percer. Utilisant l'œil de l'inversion, Lee lit les souvenirs de Shulson, découvrant ses compétences, ses objets et le donjon caché final. Shulson rit soudainement, et avant que Lee puisse réagir, il lance du poison vers Minso. Il frappe et l'infecte. Consumé par la rage, Lee achève Shulson avec un seul coup de poing. Récupérant la pierre de compétence de poison sur le cadavre, il se précipite vers son ami qui commence à guérir après l'avoir absorbé. Lee gronde Minso pour s'être tenu trop près. Quand Minso demande si la compétence de poison lui appartient maintenant, Lee confirme. Minso le remercie, mais Lee balaie cela d'un revers de la main et lui dit de se préparer pour les prochaines portes. Ils auront besoin de l'équipement de celle-ci. Ce jour marque la mort de Chul Sung, autrefois l'homme le plus craint de Corée. Le lendemain, les gros titres à travers la Corée déclarent que le criminel du siècle Shulson est mort et que des responsables de la guilde générale ont été arrêtés. Les journalistes se demandent qui a vaincu le chef de la pègre. Lee lit les nouvelles alors que Minso suggère de révéler la vérité, car le public considère maintenant le tueur de Shulson comme un héros. Lee refuse, expliquant que les joueurs qui recherchent la gloire connaissent toujours des fins tragiques. Dans un monde où tout le monde chasse le pouvoir, exposer son identité attirerait le danger. Beaucoup convoiteraient ses compétences ou posséderaient une technologie comme l'améliorateur de poison capable de le tuer. Il déclare que lorsque tout sera terminé, il construira son propre monument pour enregistrer ses réalisations. Lisant un commentaire posant des questions sur le poison perdu du roi du poison, il réfléchit qu'après la mort, seules les compétences et les objets d'une personne sont valorisés. Fixant ses objectifs, il déclare leur prochain objectif, la compétence de classe unique cachée dans le donjon d'armure en argent de niveau 50. Les archives l'appellent assassin. Et bien qu'ils ne connaissent pas son pouvoir, ils croient que suivre son ancien chemin étape par étape sera le moyen le plus rapide. Une alerte système montre que ses points bonus continuent d'augmenter, probablement en raison des connaissances acquises auprès de la guilde générale. Puisqu'il est le seul à ne pas avoir réinitialisé, sa croissance reflète une quête d'histoire principale. Il prévoit de collecter des objets clés et de progresser plus rapidement. Minso, maintenant plus fort avec la compétence de poison de Chul Sung et un sac d'améliorateur, peut chasser à ses côtés. Bien que la destruction de l'usine ait limité leur approvisionnement, c'était quand même le bon choix. Minso suggère d'utiliser l'alias Joker Kim pour le compte de jeu de Lee, se souvenant qu'il s'agit d'un nom légendaire du passé. Lee accepte et lui dit d'atteindre le niveau 34 avant leur prochain donjon. Le 29 janvier, Minso termine le donjon du Faisan Bleu de niveau 34, et Lee avance au niveau 37. Leur progression rapide suscite des rumeurs en ligne. Certains spéculent que Joker Kim pourrait être l'allié de Lee, tandis que d'autres insistent sur le fait que le grand Lee solitaire ne garde jamais de compagnon. Cette nuit-là, Lee s'appuie contre un mur et parle à Minso au téléphone. Minso fait l'éloge des améliorateurs, disant que les monstres fondent devant son poison. Il prévoit de se reposer après une course de plus. Lee l'avertit de ne pas sous-estimer ses ennemis et de l'appeler une fois qu'il l'aura terminé. Raccrochant, Lee réfléchit que près d'un mois s'est écoulé depuis la réinitialisation. Sans se reposer, il a progressé rapidement. Ouvrant sa fenêtre d'état, il attribue tous les points bonus à l'agilité, gagnant le titre de roi de l'agilité et débloquant une nouvelle compétence, le contrôle de la gravité. Le testant sur un arbre, il règle le poids à 100 tonnes, mais le système le rejette. Le réduisant à 2 tonnes, l'arbre s'effondre sous la force, et il ressent une sensation de pouvoir écrasante. Un avertissement clignote. Ces actions affecteront grandement le futur. À ce moment précis, son téléphone sonne. La voix paniquée de Minso se fait entendre, hurlant qu'un lichen de niveau 100 est apparu. La ligne se coupe. Lee réalise que l'avertissement du système faisait référence à ce moment précis. Il se précipite vers la porte de Minso, sachant que le futur qu'il a modifié a finalement commencé à se dérouler. Minso gît blessé à l'extérieur de la porte de niveau 38, luttant pour respirer. Quand Lee arrive, il demande immédiatement ce qui s'est passé. Minso explique qu'un monstre de niveau 100 est à l'intérieur, ne comprenant pas comment une telle bête est apparue dans une porte destinée au niveau 38. Lee remarque la profonde blessure sur son bras, et Minso admet que l'attaque ne l'a jamais touché. Le vent seul a déchiré sa chair.
Soupçonnant que le donjon puisse contenir un objet de niveau égal, Lee se dirige vers la porte. Minso le supplie de s'arrêter, mais Lee l'ignore et entre. À l'intérieur du donjon, Lee trouve des serpents avec des flammes brûlant au bout de leur queue. Pensant qu'ils sont la principale menace de la porte, il en écrase un sous son pied et utilise son corps pour abattre les autres. Le silence qui suit lui fait douter des mots de Minso jusqu'à ce qu'un faible grognement perce l'air. Un lichen imposant émerge, agrippant une faux. Activant l'œil de Dieu, Lee confirme qu'il s'agit d'un lichen de niveau 100, résultat de l'effet papillon. Le futur déformé est arrivé. Le lichen attaque avec sa faux, mais Lee esquive et riposte avec une précision brutale. Il fouette son visage avec le corps du serpent, mais la bête bronche à peine. Quand elle déclenche sa compétence d'exécution, Lee esquive à nouveau, réduit la distance et la claque au sol d'un coup sec à la tête. Une rafale de coups suit jusqu'à ce que le monstre s'effondre, sans vie. Des notifications de niveau supérieur inondent sa vision, son niveau grimpant à 62. Parmi le butin, il repère l'épée large du Lycan, sa puissance immense, mais bloquée derrière une exigence de niveau de 100. Frustré, il l'arrange et finit de découper la créature avant de quitter le donjon. Dehors, la nouvelle le choque. Des Lycans apparaissent dans le monde entier, à New York, à Tokyo et au-delà. Le président de l'Association mondiale des joueurs appelle à l'unité mondiale, tandis que Bauer, le meilleur joueur américain, qualifie la crise de dépassement. Regardant le chaos se dérouler, Lee admet la vérité. C'est de sa faute. Ses actions ont altéré le futur, invoquant les Lycans dans ce monde. Le président annonce que de nouvelles portes n'apparaîtront pas tant que les monstres les plus puissants ne seront pas tués. Lee réalise que cela signifie que les portes de niveau 39 restent scellées. Minso ressent un soulagement momentané, mais Lee sait que cela ne fait que retarder leur progression. Se détournant de l'écran, ils déclarent leur prochaine action. Ils vont se diriger vers l'aéroport. Leur destination est le Japon, où les Lycans attendent. Lee et Minso arrivent à l'aéroport, des masques couvrant leur visage. La réceptionniste les informe que tous les vols vers le Japon sont annulés en raison de l'épidémie de lichen. Minso répond qu'il a déjà reçu la même réponse de toutes les compagnies aériennes. La réceptionniste, confuse par leur persistance, les avertit de partir immédiatement, disant que même le président ne peut pas lever l'interdiction et qu'ils mourraient s'ils y allaient. Minso implore Lee de retirer son masque. Comme l'aéroport est presque vide, Lee l'enlève. La réceptionniste le reconnaît instantanément. Quand Lee déclare qu'il doit aller au Japon pour tuer le lichen, l'homme hésite mais admet que c'est dangereux même pour lui. Lee soupire, sort l'épée large du Lycan et la laisse tomber quand elle refuse de s'équiper. La réceptionniste regarde avec incrédulité, comprenant que Lee faisait référence au jet privé de l'Association mondiale des joueurs lorsqu'il a demandé un avion confortable. Avec l'aide du gouvernement japonais et de l'association, Lee et Minso partent bientôt sur un vol luxueux. Le calme du voyage s'estompe rapidement lorsque Nami, une chercheuse, commence à expliquer la défense inégalée du lichen. Lee la coupe, demandant à se reposer, mais elle insiste que c'est pour le bien de l'humanité. Irritée, Lee la congédie. Surprise, elle admet qu'aucun homme ne l'a jamais ignoré comme ça et lui rappelle que des centaines de personnes combattent le lichen au Japon. Quand il lui demande comment la faire taire, elle refuse, disant que l'humanité dépend de lui. Lee trouve ces mots troublants et dit qu'il ne souhaite plus se battre, la laissant sans voix. Après que le capitaine l'appelle dans le cockpit, Lee se repose enfin, mais Nami revient bientôt avec des nouvelles urgentes. Le Lycan a commencé à invoquer des monstres d'autres donjons pour détruire les villes. Quand l'avion atterrit, il se prépare à se séparer. Minso serre Nami dans ses bras, faisant semblant d'être un orphelin sans défense, tandis que Lee se dit qu'elle ne sait toujours pas qu'il est un joueur. Nami promet qu'ils se reverront et dit à Lee de se diriger vers l'hôtel de Tokyo entouré de gratte-ciel. Lee hoche la tête et s'éloigne avec Minsoon, qui souhaiterait que le moment ait duré plus longtemps. Bientôt, ils atteignent une porte brillante d'une lumière grise. Lee l'étudie, réalisant que c'est un autre résultat du chaos du Lycan. La destruction de la ville confirme les informations de Nami. Le Lycan ouvre des portes et déchaîne des monstres sans arrêt. Minso explique que les joueurs japonais le traquent et attendent le bon moment pour frapper. Il propose de les contacter, mais Lee refuse et pointe du doigt la porte, décidant de s'en occuper d'abord. Lorsque des serpents de feu émergent, Lee se demande pourquoi les locaux ne les ont pas éliminés. Minso explique que la porte s'est ouverte plutôt à cause d'eux. Lee en déduit que tant que les monstres resteront, la porte restera ouverte. Il ordonne à Minso de libérer du poison à l'avant pendant qu'il s'occupe du reste. Pendant qu'ils se battent, Lee gagne des points bonus grâce à l'effet papillon et devient mal à l'aise, se souvenant comment cela avait autrefois engendré un monstre de niveau 100 à l'intérieur d'un donjon de niveau 38. Minso rapporte soudainement que le lichen se dirige vers eux. Lee s'arrête, surpris, et se demande pourquoi il viendrait ici. Minso montre à Lee des images en direct du lichen. La créature libère une puissante explosion d'énergie qui se dirige vers le caméraman. L'homme crie à l'aide avant que l'écran ne devienne noir. Quelques instants plus tard, une émission d'urgence se répand dans tout le pays, appelant tous les joueurs aux armes. Le message avertit que le pays est au bord de la ruine et que les États-Unis envisagent une frappe nucléaire. Les citoyens supplient de ne pas le faire, implorant les héros de les protéger. Lee réagit avec irritation,
se demandant pourquoi ils utiliseraient une arme nucléaire contre quelque chose qu'ils pourraient écraser facilement. La scène se déplace sur le champ de bataille où les joueurs luttent contre le Lycan et sa horde. Des balles et des attaques magiques volent, mais la bête les dévie facilement et riposte avec des coups mortels. Les joueurs hurlent des ordres, mais leurs efforts échouent. L'un d'eux murmure que s'il était seulement au niveau 60, les choses pourraient être différentes. Un autre réalise que si le Lycan perce, le pays tombera. De retour avec Lee, Minsu rapporte que le Lycan a changé de direction. Il se dirige maintenant vers la centrale nucléaire, et la catastrophe est dans moins d'une heure. Lee serre les dents, maudit la bête et décide de bouger. Il verse la totalité de ses 1545 points bonus dans la force, portant son total à 5852. Alors qu'il se précipite en avant, il demande qui détenait autrefois la plus haute force. Minso se souvient de Borg des États-Unis, qui avait environ 1500 points de force au niveau 658. Lee le coupe en disant que ces chiffres ne veulent plus rien dire maintenant puisque le monde a changé. Ils atteignent bientôt le champ de bataille où des joueurs épuisés tiennent à peine la ligne. Des explosions secouent le sol. Lee observe le chaos et murmure que c'est un vrai bordel. Minso souligne que la centrale nucléaire est à proximité et que presque tous les joueurs du Japon se sont rassemblés. Lee se demande si les meilleurs joueurs japonais qui ont terminé le donjon final sont présents, puis ricane qu'ils ont dû s'enfuir. Minso admet que le représentant du Japon a disparu après la réinitialisation, et Lee les rejette tous comme étant sans valeur. Un joueur les remarque et crie quelque chose, mais la barrière de la langue les laisse confus. Lee plaisante en disant qu'il a peut-être demandé ce qu'il y avait pour le déjeuner, et Minso rit faiblement. Puis le rire moqueur du Lycan résonne sur le champ de bataille. Lee dit que c'est intelligent de sa part de les narguer et ordonne à Minso d'aider les autres pendant qu'il s'occupe de la bête. Escaladant un gratte-ciel, Lee surplombe la bataille en contrebas. Des centaines de joueurs bordent les toits, lançant des attaques qui illuminent le ciel. Des boules de feu, des flèches et des éclairs s'abattent, secouant la ville. Le Lycan contre-attaque, brisant des bâtiments et dispersant des joueurs. Leur chef les rallie, levant une boule de feu haut et ordonnant à chacun de frapper ensemble. L'explosion signale un barrage massif qui force le Lycan à mettre un genou à terre. Des acclamations éclatent alors qu'il croit que la victoire est proche, mais la créature se relève avec fureur. Le Lycan lève son épée et prépare une frappe circulaire dévastatrice visant les gratte-ciel. Le désespoir envahit les joueurs alors qu'ils réalisent que l'attaque va les anéantir. D'en haut, Lee regarde la destruction se dérouler et décide qu'il est enfin temps d'intervenir. Lee utilise la compétence de pétrification sur le Lycan, le figeant sur place. Les joueurs regardent avec incrédulité, reconnaissant la capacité. L'un murmure que ce doit être la pétrification, tandis qu'un autre insiste sur le fait que le roi de la force ne pourrait pas être là. Lee saute du gratte-ciel, atterrit devant la bête immobile et lui donne une pichenette sur la tête. Le Lycan meurt instantanément, et son niveau augmente plusieurs fois en même temps. Les joueurs éclatent en applaudissements, le saluant comme leur sauveur et leur roi. Bien qu'ils ne puissent pas comprendre leurs mots, Lee suppose qu'il le loue. Il sort son poignard, fouille le cadavre et trouve une pierre de mana brillante de niveau 100. La tenant, il se souvient comment les pierres de mana remplaçaient autrefois le charbon, leur valeur étant liée au niveau du monstre. Il tend la main vers l'épée large du Lycan, mais elle disparaît dans son inventaire. Un message du système lui rappelle qu'il ne peut pas l'équiper avant le niveau 100. Nami, regardant de loin, remarque que son arrogance n'était pas déplacée. Lee lui dit de préparer le jet, disant qu'il s'occupera également du Lycan aux États-Unis. Elle l'informe qu'il a déjà été détruit avec un missile dans le désert. Lee le reconnaît, notant que leur vaste territoire a rendu cela possible. Nami ajoute que l'empereur et le premier ministre du Japon souhaitent le remercier, mais il rejette l'offre et se concentre plutôt sur le scan d'autres joueurs avec l'œil de Dieu. À l'aéroport, une foule massive se rassemble pour l'accueillir. Les journalistes demandent s'il affrontera de futurs monstres. Lee répond que cela dépend de la façon dont le pays le traite. Il mentionne que le Japon l'a bien traité, se rappelant que plus de gens avaient regardé sa bataille que le discours du Premier ministre. Après un bref échange, il disparaît avec Minso en utilisant la furtivité. Nami l'appelle en disant que le président de Corée est en route. Lee répond qu'elle devrait dire au président qu'il est occupé et qu'il le rencontrera plus tard. En partant, il réfléchit à la venue d'un donjon spécial. Maintenant au niveau 71, il se souvient que dans le passé, il est apparu lorsque ses statistiques ont atteint 4000. Son total actuel dépasse 15 000, mais la porte ne s'est pas ouverte. Il soupçonne que cela nécessite que tous les points bonus soient utilisés. Après les avoir appliqués à la force, la portant à 8757, le système confirme l'ouverture d'un donjon spécial. Lee sourit, réalisant qu'il avait raison. La compétence d'effet papillon avait déclenché l'événement, mais l'emplacement de la porte reste inconnu et se fermera dans les 30 secondes une fois trouvé. Entendant les appels continus de Nami, Lee annule sa furtivité et réapparaît. Il demande où est le président. À l'intérieur de la salle VIP, le président l'accueille chaleureusement et le remercie de représenter la nation, ajoutant que les relations avec le Japon se sont améliorées grâce à lui. Lee répond avec respect. Le président admet qu'il a probablement fait la même chose dans la ligne temporelle passée et s'excuse de ne pas avoir exprimé sa gratitude plus tôt.
Lee assure que tout va bien. Le président révèle des plans pour le récompenser avec un titre plus élevé que le mérite national, mais Lee refuse et dit qu'il a une requête. Il envisage de révéler le secret des portes spéciales, mais se ravise, craignant une ingérence. Au lieu de cela, il rapporte qu'une porte spéciale dorée s'est ouverte. Le président est stupéfait et exige une confirmation. Lee explique que c'est vrai et avertit qu'un monstre plus fort que le lichen se trouve à l'intérieur. Il ajoute que la porte se ferme dans les 30 secondes suivant sa découverte et doit être trouvée rapidement. Le président ordonne une action immédiate et promet un soutien total. Lee note qu'il n'a dit que la vérité, bien qu'il cache la partie sur les récompenses du donjon. Voulant plus qu'une simple aide gouvernementale, il demande finalement au président de garder l'affaire secrète et d'éviter de la rendre publique. Dans la salle de contrôle du Bureau national de gestion des crises, Lee se tient aux côtés du président. Le président remarque que si les paroles de Lee sont vraies, alors la porte d'or pourrait devenir une menace aussi grande pour la Corée que le lichen l'était pour le Japon. Lee répond que, d'expérience, le monstre à l'intérieur sera bien plus fort. Un ordre est donné de fouiller le pays avec des caméras. Lim, chef de la gestion des crises nationales, exprime une inquiétude. Si le portail se ferme dans 30 secondes et qu'un monstre plus fort que le lichen apparaît, pourquoi ne pas envoyer d'autres joueurs à la place? Lee insiste pour être le premier à entrer, expliquant que le portail doré contient non seulement un monstre puissant, mais accorde aussi des récompenses rares appelées compétences et objets spéciaux. Lim trouve ça incroyable, disant que plus de 100 joueurs dans la salle de contrôle ont régressé, et pourtant, aucun n'a vu un tel donjon. Lee admet que c'est pour ça qu'il a hésité à parler, mais il refuse de mentir. Qu'ils le croient ou non, c'est leur choix. Lim se tourne vers le président, arguant que la demande de Lee suggère une monopolisation. Garder la recherche secrète lui permettrait de réclamer toutes les récompenses, le rendant trop puissant, comme une arme incontrôlable. Le président demande des suggestions. Lim propose d'interdire à Lee d'entrer dans les donjons et d'envoyer des joueurs du gouvernement à la place. Lee se dit amèrement qu'il n'aurait peut-être pas dû tuer le lichen si vite. Il sort l'épée large du lichen, qui tombe au sol puisqu'il ne peut toujours pas l'équiper. Il remarque que la Corée avait son propre lichen, et peut-être que le laisser en vie leur aurait fait comprendre la dureté du monde où les joueurs se battent sans cesse pour la survie et le pouvoir. Lee pointe l'épée et interroge Lim directement. La monopolisation est courante, motivée par l'instinct et l'ambition. Il demande si ce désir de force est mauvais, mais Lim reste silencieux. Lee se tourne vers le président pour obtenir un jugement. Le président convient que si un donjon n'appartient pas au gouvernement, alors ils ne peuvent pas en restreindre l'entrée. La monopolisation fait partie de la capacité d'un joueur. Lee demande si cela signifie qu'il peut entrer librement dans le donjon spécial puisqu'il n'a reçu aucune récompense pour avoir tué le lichen en Corée. Le président est d'accord. Lee déclare qu'il prendra ce portail spécial en compensation et revendique les droits sur tous les futurs. Il exige ensuite le renvoi de Lim, arguant qu'en tant que chef de la gestion des crises, Lim aurait dû soutenir la force, et non la craindre. Le président appelle au calme, mais Lee insiste, qualifiant la pensée de Lim de pathétique. Pendant que la discussion se poursuit, les satellites localisent le portail spécial, et Lim est renvoyé. Plus tard dans la voiture, Lee remarque que les gens n'écoutent que lorsqu'il va dans les extrêmes. Minso admet que tout le monde a tremblé quand il a parlé. Lee se demande pourquoi ils n'ont jamais écouté la première fois. Le portail est situé à Sochaux près de la plage. Minso lui rappelle de rester prudent même s'il croit que rien ne peut lui faire de mal. Lee est d'accord alors qu'ils atteignent la forêt où le portail brille faiblement. Il est marqué comme un donjon de niveau A, bien que les deux le trouvent suspectement bas. Puis un message système apparaît annonçant que le joueur qui a créé le portail spécial est Lee. Il avertit que d'autres peuvent également obtenir des compétences spéciales et le surpasser. Sachant que chaque joueur verra le message, Lee se prépare à entrer alors que le compte à rebours de 30 secondes commence. À l'intérieur, sa vision clignote en rouge. Toutes les stats sont restreintes. Toutes les compétences et tous les objets sont désactivés. Le choc le déstabilise. Un gobelin rouge apparaît, se moquant de l'humain idiot. C'est le gardien du donjon de niveau 200. Lee se rend compte que l'œil de Dieu ne peut pas s'activer. Le gobelin l'assure de ne pas avoir peur, disant que ce n'est pas son véritable adversaire. Ce donjon ne consiste pas à combattre des monstres, mais à autre chose. Il lui dit de faire de son mieux, curieux de voir ce qu'il peut accomplir, et révèle que Lee est déjà célèbre dans leur dimension. Lee reste silencieux, s'interrogeant sur cette étrange renommée. Lee demande au gobelin rouge si c'est amusant pour lui. Le gobelin fait semblant d'avoir peur et le supplie d'arrêter, mais Lee trouve la conversation inutile. Un message système apparaît, révélant que ce donjon spécial de niveau 2 n'est pas destiné à la chasse aux monstres. Il lui ordonne de débloquer un attribut pour terminer le donjon. Lee sélectionne la force, pensant que puisqu'il ne peut pas évaluer la situation, deviner est tout ce qu'il peut faire. Le gobelin avertit que choisir la force rendra le défi plus difficile. Lee lui ordonne de se taire, l'attrape par le cou et exige de savoir qui est le véritable adversaire. Une nouvelle notification apparaît, et Lee est transporté dans un vaste désert où se dresse une haute tour. Le système lui ordonne de réclamer la rune de stat au sommet. Il suppose que la rune augmente les attributs et regrette d'avoir épargné le gobelin. À l'intérieur,
Un escalier en colimaçon monte en spirale et une minuterie apparaît, 18 heures avant la mort. La panique le saisit à l'idée de mourir sans ses stats ni ses compétences. Il commence à grimper, mais des flèches jaillissent soudainement de pièges cachés, effleurant sa joue. Bientôt, un rocher dévale les escaliers, le forçant à reculer. Réalisant que la force est inutile ici, il maudit son choix mais continue. Épuisé, il se cache entre les rochers tombés à la base de la tour, respirant bruyamment. Son corps se sent complètement humain maintenant. Grimper à nouveau semble impossible, mais la minuterie indique encore 16 heures restantes. Alors qu'il s'appuie contre le mur, il remarque les briques de pierre empilées serrées et a une nouvelle idée. Le but est seulement d'obtenir la rune, pas de grimper. Détruire la tour pourrait fonctionner. Il soulève un gros rocher et le lance contre le mur. Les pierres se fissurent, et la structure commence à s'effondrer. En quelques instants, toute la tour s'écroule au sol. Parmi les décombres, il y aperçoit une rune brillante. C'est la rune de stade de force, accordant 2000 points. Le soulagement le remplit alors qu'il la ramasse et l'avale. Le système annonce que le donjon est terminé et commence à le ramener. Quand il réapparaît, le gobelin rouge le fixe avec incrédulité. Il hurle que Lee a détruit toute la tour et que la rune était destinée à un autre joueur. Tremblant, il implore pour sa vie, mais Lee s'avance et le réduit en pièces. Une dernière notification apparaît, déclarant le donjon terminé et le portail se fermant dans 3 minutes. Lee est assis sur son canapé, songeant que plus d'un portail spécial s'est ouvert. Cela signifie qu'un autre joueur a maintenant la chance de dépasser 1000 points dans un attribut. Quelqu'un a déjà atteint ce niveau sans même passer au niveau 3 Sense. Étant donné que certaines des statistiques de Lee sont toujours inférieures à 1000, ses titres de roi ne sont pas menacés, mais il sait qu'il doit agir. Il ouvre sa fenêtre de statistiques et ajoute 1400 points à la mana et à l'endurance. La mana passe à 1853 et l'endurance à 1990. Le système lui accorde 2 nouvelles réalisations, roi de la mana et roi de l'endurance. Chaque titre apporte une nouvelle compétence. La restriction de mana arrête le flux de mana apporté pendant 5 secondes, tandis que le flux sanguin augmente la circulation ennemie, causant des dommages plus importants. Le soulagement l'envahit lorsqu'il réalise qu'il peut maintenant plier les statistiques à sa volonté. Puis un avertissement du système apparaît, indiquant que ses actions ébranlent l'avenir. Il fronce les sourcils, incertain de ce que cela signifie. À la branche américaine de l'Association mondiale des joueurs, les membres discutent de la nouvelle réalisation. Ils conviennent que cela ne pouvait être que Lee. L'un mentionne Ayla, mais elle dit calmement que ce n'est pas grave si c'était lui. D'autres argumentent, rappelant comment Lee a autrefois ignoré leurs demandes et les a insultés. Ayla le défend, disant que ceux qui le connaissent comprennent qu'il n'est pas mauvais. Il confirme que Lee a créé le portail spécial, ce qui signifie que n'importe qui peut maintenant acquérir des compétences spéciales et rivaliser avec lui. L'inquiétude grandit au sujet de quelqu'un d'aussi incontrôlable détenant un tel pouvoir. Ayla insiste sur le fait qu'il n'est pas dangereux, juste imprévisible. Il l'interroge sur sa propre expérience de portail. Elle explique qu'il n'y avait pas de monstre à chasser, seulement une tour avec une rune au sommet. Un gobelin rouge l'a guidée, et sans lui, elle serait morte. Avaler la rune lui a donné 2000 de mana. En entendant cela, il réalise que les réalisations de Lee sont encore plus grandes. Certains avertissent qu'il pourrait déjà avoir franchi plusieurs portails spéciaux. Le groupe conclut que l'association doit prendre le contrôle des futurs portails. Ils ordonnent à Ayla de se rendre en Corée et de surveiller les rapports. Elle comprend qu'ils veulent qu'elle surpasse Lee, bien qu'elle n'en ait aucune envie. Pendant ce temps, Minso explique à Lee que l'association prétend servir le bien commun, mais fonctionne un peu comme une guilde. Ses membres sont des joueurs d'élite qui choisissent la célébrité plutôt que la richesse. Agissant comme une armée mondiale, l'association gère l'accès aux donjons et reçoit un financement gouvernemental. Lee comprend leur influence, mais sait que des agendas cachés existent à l'intérieur. Il s'enquiert du joueur qui a franchi le portail des États-Unis. Minsu lui dit que c'était Ayla, connue sous le nom de sorcière, qui contrôle la mana grâce à des buffs et des debuffs. Elle a autrefois détenu le titre de roi de la mana, et maintenant, après avoir gagné 2000 de mana de la tour, elle défie à nouveau sa position. Avec plus de portails, elle pourrait l'égaler, et les nouvelles de son pouvoir se répandent déjà. À ce moment-là, le téléphone de Lee sonne avec une alerte d'urgence. Une gargouille de niveau 220 est apparue à Bundangu, Siongnamez et Jongjongjido. Les citoyens reçoivent l'ordre d'évacuer alors qu'une urgence nationale est déclarée. La créature avec un corps humain, des ailes de dragon et un souffle de feu détruit déjà tout sur son passage. En conduisant vers la scène, Lee parle avec le président. Le président implore de l'aide, disant que 3 gargouilles ont détruit la Tech Valley, y compris les principaux sièges sociaux des entreprises informatiques. Lee répond qu'il est déjà en route et ordonne au président de dégager la zone. Le président accepte, mais ajoute que des rumeurs se répandent. Les gens croient que Lee lui-même a créé les portails spéciaux et causé les catastrophes. Lee rit et dit qu'il n'est pas un dieu. Celui qui a créé le système a également créé les monstres. Le président est d'accord, mais ajoute que les gens croient maintenant que Lee invoque des monstres pour devenir plus fort. Lee admet qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais explique que s'il avait vraiment un tel pouvoir, il les invoquerait juste devant sa maison.
Le président accepte son point de vue et l'assure que les zones ont été évacuées, lui souhaitant bonne chance. Lee lui rappelle qu'en échange de la chasse aux gargouilles, il veut être informé en premier lorsque le prochain portail spécial apparaîtra. Le président demande si c'est une condition pour se battre, mais Lee précise que c'est une nécessité. Le président accepte, et Lee met fin à l'appel alors qu'ils approchent du site. Il se gare et dit à Minceau qu'ils continueront à pied. Minceau aperçoit quelqu'un devant et demande de qui il s'agit. Lee regarde et note que le président était censé dégager la zone. Il appelle, et la femme répond. En activant l'œil de Dieu, il reconnaît ses statistiques et réalise que c'est Ella. Elle le salue chaleureusement en tant que frère Lee, ce qui le surprend. Il lui saisit la main pour confirmer quelque chose et utilise l'œil d'inversion pour voir ses souvenirs. Il voit le gobelin rouge l'aider dans le donjon spécial, l'exhortant à devenir plus forte pour le tuer. Dégoûté, Lee marmonne que la créature est pathétique et jure de trouver celui qui a créé le jeu. Il essaie de regarder plus profondément dans ses souvenirs du donjon final, la voyant blessée mais l'exhortant à terminer le jeu. Quand il lui demande qui l'a blessée, elle résiste et utilise la mana pour le bloquer. Amusé par sa compétence, il laisse tomber et lui demande pourquoi elle est venue. Ella avoue qu'elle est venue le voir. Minsu avertit Lee de ne pas lui faire confiance. Elle se tourne vers Minsu et le taquine, disant qu'elle ne savait pas que Lee avait un ami aussi mignon. Lee la presse à nouveau pour une réponse. Ella sourit et dit qu'il a encore besoin d'elle, comme avant. Lee la met au défi de le prouver, curieux de voir si elle le peut. La tension lui semble étrangement familière. Un grand fracas les interrompt alors que 3 gargouilles apparaissent. Lee demande s'ils ont des faiblesses. Ella avoue qu'elle n'en connaît aucune. Une gargouille charge, et Lee les tire rapidement tous les deux, elle et Minsu, de côté. La créature prend son envol. Lee utilise le contrôle de la gravité, réglant son poids à 2 tonnes, mais rien ne se passe. À 3 tonnes, il gémit, et à 4 tonnes, il s'écrase. Lee saute dessus, agrippe son cou et le claque au sol tandis que ses cris résonnent dans l'air. Minsu et Ella regardent la poussière s'élever de l'impact, cachant la scène. La gargouille émerge bientôt des décombres, et Ella à l'aide d'incrédulité. Minceau appelle Lee, incertain de l'endroit où il se trouve. Lee sort de derrière les pierres tombées, respirant fortement, admettant qu'il a failli mourir. Il pétrifie la gargouille, poignarde son cou et active la circulation sanguine, la faisant s'effondrer. Minceau réalise que c'est réel. Lee a tué la gargouille. Vérifiant ses stats, Lee voit son niveau passer de 71 à 93. Il se tourne ensuite vers les 2 gargouilles restantes. L'une crache du feu, mais Lee esquive rapidement. La chaleur frôle Minceau qui commande son intensité. Incapable de rester là sans rien faire, Ella s'avance et lance des buffs, augmentant la force de Lee de 200. Lee la regarde, amusé par son effort, tandis que Minceau l'avertit que les gargouilles attaquent à nouveau. Lee active son armure, et le système l'informe que ses compétences se sont renforcées grâce au mana concentré. Il attrape les 2 gargouilles par le cou et les claque au sol, les tuant instantanément. Son niveau augmente à nouveau alors qu'il fixe ses mains couvertes de sang, surpris par son propre pouvoir. Il lui rappelle qu'elle l'a déjà soutenu de cette façon. Quand il l'interroge, elle fronce les sourcils et dit qu'il ne change jamais. Avant qu'il ne puisse répondre, le président appelle, le remerciant d'avoir sauvé le pays. Lee suppose qu'il a tout regardé en direct, et le président confirme. Lee lui ordonne de partager les emplacements des Special Gates via le bureau de gestion de crise. Une notification système apparaît pour tous les 3. Le président signale qu'un nouveau Special Gate s'est ouvert. Lee fronce les sourcils, se demandant pourquoi le système n'a donné aucun avertissement et soupçonne le dieu derrière cela de chercher à le tester ou à le détruire. Elle lit le message à haute voix. Le gate est apparu à cause de la force écrasante de Lee, maintenant au niveau 117. Il est à Ganseogu, et elle demande à le rejoindre, promettant de ne pas interférer. Lee demande pourquoi elle veut suivre. Elle a dit qu'elle est venue en Corée pour lui et refuse d'obéir à l'Association mondiale des joueurs. Elle insiste sur le fait qu'elle décide de son propre chemin. Lee accepte à condition qu'elle partage chaque information qu'elle reçoit. Elle promet qu'elle fera n'importe quoi pour lui. Minceau marmonne que ses buffs sont utiles mais s'interroge sur ses intentions. Ala répond que Lee doit sauver le monde et mettre fin au jeu. Minceau doute de ses mots, mais elle insiste sur le fait que sa raison est personnelle. Elle rappelle à Lee ce qu'il a dit un jour, que les joueurs gouverneraient le monde après la fin du jeu. Lee avoue qu'il ne se souvient pas, et elle sourit, disant que ces mots la guident maintenant. Lee secoue la tête, réalisant qu'il pourrait avoir inspiré quelque chose de dangereux. Pourtant, il sourit faiblement alors qu'ils retournent ensemble à la voiture. Lee, Minceau et Ella se tiennent devant le spécial Dungeon Gate. C'est un donjon de niveau 3, limité à 2 joueurs, classé plus en difficulté. Lee note le changement et s'approche. Ella demande si elle devrait se joindre, mais il secoue la tête, avertissant que cela pourrait être dangereux. Elle accepte et regarde alors qu'il entre seul. À l'intérieur, un gobelin rouge attend. Au moment où il voit Lee, il le reconnaît et réagit nerveusement. Lee sent que quelque chose ne va pas et exige de savoir ce qu'il cache. Le gobelin hésite, alors Lee active l'œil de Dieu, révélant son vrai pouvoir, niveau 300 avec toutes les statistiques à 3000. Attrapant le gobelin par la tête, il l'oblige à expliquer.
Paniqué, le gobelin révèle l'objectif du donjon, bloquer les monstres venant des tunnels en dessous. Lee écoute pendant qu'il explique la configuration. Il doit empêcher les créatures de traverser le ravin. Quand il demande quel genre de monstre, le gobelin avoue que ce sont des gargouilles, niveau 220. En entendant cela, Lee se souvient en avoir tué 3 plus tôt dans la journée et avertit le gobelin de ne pas mentir. Alors qu'il s'éloigne, le gobelin demande s'il est vraiment seul. Lee confirme, et le système annonce que la mission a commencé. Survivre 3 heures ou mourir. Lee saute dans le ravin alors que le gobelin sourit au-dessus, confiant que sa mort est certaine. Bientôt, un essaim de gargouilles apparaît. Utilisant le contrôle de la gravité, la paralysie et la pétrification, Lee esquive leurs attaques et les écrase avec facilité. Ils drainent leur sang en utilisant le flux sanguin et montent de niveau à nouveau. Avant qu'ils ne puissent se reposer, une deuxième vague arrive. Au lieu de la peur, un sourire se répand sur son visage alors qu'il se prépare pour plus. Au-dessus, le gobelin rouge avertit Ayla de partir, mais elle refuse, disant qu'elle est aussi une joueuse. Ignorant ses protestations, elle saute pour rejoindre Lee. Quand il lui demande pourquoi elle a suivi, elle avoue qu'elle avait un mauvais pressentiment. Il demande pour Minso, et elle l'assure qu'il est resté dehors. Son arrivée renforce ses compétences alors que le flux de mana se concentre, abaissant la difficulté du donjon. Lee regarde autour de lui avec incrédulité alors que les gargouilles se transforment soudainement en gobelins. Frustré, il écrase le sol, les tuant tous instantanément. Il réalise que quelqu'un manipule le donjon, testant ses limites. Il remarque son expression tendue et demande ce qui ne va pas, mais il esquive. Quand elle propose de s'occuper du gobelin rouge, Lee reconnaît silencieusement sa loyauté, réalisant qu'elle a peut-être été son allié dans une vie antérieure. Plus tard, Lee confronte à nouveau le gobelin rouge, serrant sa tête fermement. Tremblant, il insiste sur le fait qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. Le ton de Lee se durcit alors qu'il exige de savoir qui a donné ces ordres. Sa patience est finalement partie. Lee écoute alors que le gobelin rouge implore grâce, promettant de révéler la vérité s'il est épargné. Il explique que leur dieu contrôle la chaîne du jeu. Lee se demande si c'est vraiment un dieu, et le gobelin insiste que oui, affirmant qu'il observe tout dans le jeu. Lee sourit et lève son majeur en l'air, sachant que le dieu doit regarder. Le gobelin admet que le dieu est intervenu parce que Lee a rompu l'équilibre du jeu. Lee fronce les sourcils, soulignant que ce sont eux qui l'ont rendu ainsi. Le gobelin plaide l'ignorance, disant qu'il n'a fait que suivre les ordres d'augmenter la difficulté du donjon quand Lee est entré. Déçu, Lee soupire et lui écrase le crâne, mettant fin à sa vie. Ella s'avance et dit qu'il peut rencontrer le dieu dans le donjon final. Lee la regarde, curieux. Elle explique que le dieu est celui qui a créé tout le jeu. Une notification du système confirme que Lee a terminé le donjon spécial de niveau 3 et le récompense avec 3000 points bonus. Lee demande s'ils devront combattre ce dieu, et Yala hoche la tête. Il se demande si le dieu est humain, mais elle admet qu'elle ne l'a jamais vu. Quand il lui demande qui l'a tué auparavant, elle cite Park Musung. En entendant le nom, Lee lui ordonne de rester immobile et active l'œil de l'inversion pour voir ses souvenirs. Dans ses souvenirs, Musung se tient devant elle, se moquant de sa faiblesse sans Lee. Il l'appelle la sorcière Ella, brise ses compétences et la poignarde alors qu'elle tombe, pensant qu'elle doit avertir Lee. Lee gèle la vision et demande ce qu'elle voulait lui dire alors. Ayla répond qu'il peut déjà le voir. Quand il insiste, elle admet que Musin avait une compétence d'épée qui pouvait percer son armure, bien qu'elle ne sache pas comment. Avant que Lee puisse en demander plus, un avertissement du système apparaît, disant que le portail se fermera dans 3 minutes. Dehors, Ayla vérifie sa fenêtre d'état avec incrédulité, réalisant que les points sont réels. Lee distribue ses points bonus en force, la faisant passer au-delà de 21 000. Minso gémit de vertige, et Ayla suggère que leurs statistiques pourraient affecter leur corps. Lee teste son pouvoir, active l'armure et frappe le sol, laissant un cratère profond. Une notification apparaît. L'armure a évolué au niveau 3, débloquant le coup final, une compétence qui absorbe l'excès de puissance et le libère au prix de la plupart de sa santé. Minso panique, l'exhortant à s'arrêter avant d'effondrer la zone. Lee étudie la compétence et murmure, elle est inutile à moins qu'il n'affronte quelqu'un qui puisse vraiment le défier. Bientôt, la nouvelle se répand d'un joueur dépassant 1000 points de statistiques en un mois. Les analystes déclarent que le monde a changé et que de nouvelles stratégies sont nécessaires. Lee lit les gros titres et rit, espérant que des joueurs plus forts finiront par émerger. Alors que des portails spéciaux apparaissent à travers le monde, les joueurs grandissent plus vite et chassent des monstres plus coriaces. En regardant cela, Lee décide de suspendre ses chasses de donjons, laissant les autres le rattraper. Plus ils grandissent vite, plus le monde évolue et plus ses propres récompenses deviennent grandes. Pourtant, une pensée persiste dans son esprit, Park Musung. Lee et Ella se tiennent devant les statues. Ella rit quand elle voit la statue de Lee montrant le majeur, la qualifiant de ridicule. Lee remarque que la statue de Park Musung est plus petite et couverte de graffitis, jamais mise à jour depuis sa construction. Lee contacte le président, se plaignant des statues de la place Gwanggwamen. Il soutient que sa statue devrait être déplacée parce qu'il n'a pas réalisé d'exploits comme l'amiral Yi Sun Sun ou le roi Sejong. Le président lui rappelle qu'il a sauvé le monde,
mais Lee insiste sur le fait que ses actions étaient pour un gain personnel, ce qui rend la statue embarrassante. Le président explique qu'elle a été choisie par vote national, déclarant Lee un héros, mais Lee exige toujours qu'elle soit déplacée. Le président accepte à contre-cœur. Lee demande ensuite à propos du retrait de la statue de Park Mu-sung. Avant que le président ne puisse répondre, Lee la détruit. Il explique que l'acte est diffusé en direct, donc Mu-sung verra sa réputation ruinée et sera forcé d'abandonner son fausse image de héros. Il dit au président de placer sa statue devant la maison de Mu-sung à la place. La Maison Bleue réagit rapidement, diffusant les images à l'échelle nationale. Le public est choqué, se demandant pourquoi Musin est resté silencieux. Ils se souviennent de son pouvoir passé mais remarquent son absence maintenant. Ella explique que Musin est devenu un joueur seulement 5 ans avant l'apparition du donjon final, atteignant le sommet en peu de temps. La plupart pensent que devenir un joueur vient de la découverte d'un portail ou de l'acquisition de mana auprès de monstres. Lee se rend compte que Musin ne s'est pas encore réveillé dans cette chronologie. Minso appelle cela une bonne nouvelle, et Lee est d'accord. Musin doit affronter des monstres puissants pour redevenir un joueur. Cela donne à Lee le temps de se préparer. Quand Musin se réveillera enfin, Lee prévoit soit de le tuer instantanément, soit de le marquer comme un traître, le forçant à se cacher. Lee contacte à nouveau le président, demandant un article décrivant Musin comme le pire homme de l'histoire, se cachant derrière un masque de héros. Il est certain que Musin ne restera pas silencieux après cela. Ailleurs, un gobelin rouge force des pierres de statistiques dans la gorge d'une gargouille, lui promettant le pouvoir de tuer Lee. Il hésite à en garder pour lui, mais décide que la gargouille est son seul espoir. Si elle tue Lee, elle mènera tous les monstres. Pendant ce temps, d'autres joueurs continuent de dégager les portails, aidant Lee indirectement. Il attend le portail de niveau 51 en Corée, qui accorde la compétence de classe d'assassin. Liendo suggère qu'il se repose, et Minso est d'accord. Un avertissement du système apparaît, indiquant que ses actions altèrent grandement l'avenir. Lee se penche en arrière, perplexe. Kayla s'enquiert, et il répond qu'un autre monstre de niveau 200 est sur le point d'émerger. Soudain, un portail s'ouvre. Un portail d'armure argentée de niveau 51 rempli de joueurs, difficulté notée à. Halo avertit qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. Lee sourit, disant qu'ils atteindront 2 objectifs aujourd'hui alors que la figure de gargouille apparaît et que la bataille commence. Le monstre atterrit lourdement, faisant trembler le sol. Lee invoque instantanément son armure et charge en avant. La créature grogne et emprisonne ses 2 bras dans son emprise. Lee tressaillit puis active l'œil de Dieu. Le scan révèle le niveau du monstre, 230, avec des statistiques bien au-delà de la normale. Il se tourne vers Minso et Ella en demandant quels devraient être les chiffres. Ella répond qu'il ne devrait pas dépasser 3000. Minso l'avertit de ne pas perdre de temps et de finir rapidement, lui rappelant que l'hésitation apporte des malédictions. Lee marmonne incrédule en lisant plus de 20 000 stats au total. Ella se fige, incapable de traiter ce nombre. Lee saisit le monstre par le cou et lui fracasse le visage au sol, mais il se relève. Il utilise pétrification, mais l'effet dure à peine 3 secondes avant de se briser. Lee réalise que la compétence est peut-être trop faible contre des stats aussi élevées. Kelly, la gargouille, attaque avec une force immense. Lee esquive pendant que Minsoon reconnaît le mouvement, notant qu'il n'a jamais été aussi puissant. Ella sent l'immense mana autour et avertit Lee de rester vigilant. Lee agrippe sa tête à nouveau, la fracassant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'effondre finalement. Il gagne plusieurs niveaux. Reprenant son souffle, Lee se demande si la créature avait absorbé des runes de stats. Minso souligne qu'ils sont entrés immédiatement dans le portail, donc personne d'autre n'aurait pu le modifier. Lee acquiesce, réalisant que quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Ella, alarmée, se demande comment un monstre de niveau 230 pourrait avoir plus de 20 000 stats. Elle demande à Lee d'où vient réellement son pouvoir et s'il est celui qui crée les portails spéciaux. Lee admet que c'est en partie vrai. Il déclenche les portails, mais ne les crée pas. Pendant qu'il parle, Lee sort son poignard et ouvre le corps du monstre. À l'intérieur, il trouve plusieurs pierres de stats. Alla allait tandis que Lee rit, réalisant ce que cela signifie. Pour confirmer, il nourrit une pierre au monstre à l'armure argentée et le scanner à nouveau avec l'œil de Dieu. Quand il aperçoit une rune de stats à l'intérieur, la vérité devient claire. Lee ricane et maudit le gobelin rouge, sachant exactement qui est derrière tout ça.